Voilà, rappelez-vous que malgré l'aspect virtuel de cette rencontre, vous pouvez quand même participer en envoyant vos questions soit sur l'espace de conversation sur Zoom, soit sur le live Facebook, et nous les relayerons aux intervenants qui sont présents aujourd'hui. Voilà, pour info, le webinaire est enregistré et la vidéo sera aussi disponible, revisionnable bien sûr, sur YouTube et sur Facebook. Donc, cette rencontre va durer à peu près 2 heures. Et après le temps d'intervention des intervenants, nous prendrons un temps de questions avec les spectateurs, les auditeurs. Ardiana Tosca, je te passe la parole. Tu es enseignante en lettres et histoire, spécialiste des Balkans et également bénévole à la Maison de l'Europe Dromardèche. Donc, tu vas ce soir à mes côtés animer cette rencontre. Je te passe la parole pour introduire la thématique de notre rencontre. Tout à fait. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, aussi bien aux intervenants qu'aux participants qui nous suivent sur Zoom, Facebook et sur notre chaîne YouTube en direct. Justement, aujourd'hui, nous allons parler des 6 pays des Balkans occidentaux, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, et de leur intégration dans l'Union européenne. L'Europe a toujours affirmé que ces pays ont la vocation à rejoindre l'Union. Qu'en est-il justement aujourd'hui de ce processus d'intégration? Lors du sommet de Zagreb en mai 2020, un consensus a été dégagé sur le principe de l'appartenance claire de ces pays à l'Union européenne, à condition que ceux-ci remplissent bien sûr leur devoir de réforme, mais en même temps, on a souligné la responsabilité spéciale de l'Union européenne à leur égard, ainsi comme l'a souligné justement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cela suffira-t-il pour cela suffira-t-il pour garder ces pays avec l'Union européenne, ou finiront-ils par s'en éloigner complètement? Ou seront-ils emportés par des nationalismes sur lesquels d'autres pays, en l'occurrence la Russie, s'appuient pour asseoir leur influence? Quelle place, justement, aura aussi ce débat d'intégration des Balkans dans l'Union européenne, dans le débat général sur l'avenir de l'Europe qui sera lancé fin 2020 par l'Union européenne? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons justement un panel de spécialistes des Balkans et je peux que m'en réjouir, et je te laisse, Anna, les présenter. Oui, donc tout d'abord, bienvenue Mireille Clapeau, vous êtes députée de la Drôme, membre de la Commission des Affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié Franco-Albanie. Bonjour, bienvenue. Monsieur Denis De Leonardo, vous êtes consul honoraire de la République d'Albanie. Bonsoir, bienvenue. Louis Trégourès, enseignant en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes spécialiste des questions des Balkans, entre autres. Bienvenue. Je vois que Madame Delbos-Corfil, voilà, vous venez vous connecter, c'est parfait. Et donc, vous êtes eurodéputée, membre de la délégation de la Commission parlementaire de stabilisation et d'association entre Union européenne et Serbie, entre autres également. Bienvenue. Merci, bienvenue. Ardiana, voilà, je te passe la parole pour poser tes questions aux intervenants. Voilà, très bien. Je vais solliciter en premier Loïc Trégourès. Vous êtes un spécialiste reconnu des Balkans. Vous avez des publications régulières sur les questions de l'intégration des Balkans dans l'Union européenne, aussi bien dans le courrier des Balkans et dans d'autres, justement, dans la presse sérieuse. Et vous êtes invité, vous êtes presque une référence incontournable auprès des médias chaque fois qu'il s'agit des Balkans occidentaux. Vous avez signé récemment aussi un ouvrage qui est consacré, qui s'intitule « Le foot dans le chaos yougoslave » et où vous vous êtes intéressé au foot comme espace de revendication politico-identitaire. Et je ne manquerai pas de mettre en évidence l'intérêt que ce livre a suscité justement auprès des associations sportives lycéennes ici dans la Drôme qui vous sollicitent en présentiel pour échanger avec eux. Mais commençons avec bonjour et bienvenue.
Commençons avec le processus d'élargissement de l'Union européenne. Justement, récemment, il y a eu une politique une réforme de la politique d'élargissement. En quoi, justement, cette réforme de la politique de l'élargissement est-elle nouvelle? Est-ce que les éléments qu'elle propose vous semblent crédibles et novateurs pour le processus d'élargissement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle différence avec la politique, l'ancienne politique de l'élargissement? Et voilà, est-ce qu'elle est optimale pour l'intégration des pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne? Alors, merci. D'abord, merci pour votre invitation. Merci pour ces quelques mots. C'est un petit peu trop de références. Bon. Merci. Si les lycéens me regardent, je viendrai vous voir dès que je peux, c'est promis. Je suis très flatté également. Nous avions, juste pour un effet, pour préciser, nous avions prévu lors de la venue de Loïc Trégorès à Valence une rencontre aussi avec des lycéens. Voilà. Elle n'a pas pu avoir lieu, mais ce sera pour plus tard. C'est promis, je viendrai. Alors, juste avant de répondre à la question, pour planter un petit peu le décor, quelques faits récents qui concernent la région. La Bulgarie est en train de jouer un mauvais coup à la Macédoine du Nord en menaçant d'empêcher l'ouverture des chapitres si la Macédoine du Nord ne reconnaît pas ses origines bulgares, blablabla. Alors, j'y reviendrai après, mais ça nous montre que parfois, il y a des fenêtres d'opportunités qui sont ouvertes et quand on ne veut pas les prendre, eh bien, elles ne se réouvrent pas toujours. Et donc, ça nous renvoie au moment où la France, contre tous, avait décidé de fermer la porte à la Macédoine quand il ne fallait pas. Il y avait une opportunité à ce moment-là. Peut-être que les Bulgares n'étaient pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, mais enfin, on voit aujourd'hui qu'il y a un nouveau problème qui se pose, qui ne se posait pas nécessairement il y a 1 an et demi. Donc, quand on rate les opportunités, ça peut poser des problèmes ensuite. Bon. Deuxième point, il y a le sujet dont peut-être Madame Clapeau parlera bien mieux que moi, qui est la loi électorale en Albanie, qui pose beaucoup de questions en ce moment. Nous avons un nouveau gouvernement Monténégro dont il est bien trop tôt pour dire ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas. Nous avons aussi un nouveau gouvernement en Serbie et j'ai observé que la personne responsable des Balkans occidentaux au ministère des Affaires étrangères allemand a félicité ce nouveau gouvernement comme s'il s'agissait d'un gouvernement élu dans des conditions parfaitement normales. Et alors, sauf si je ne l'ai pas vu passer, je me réjouis qu'aucun responsable français de haut niveau n'en ait fait autant. Mais ça aussi, ça pose question dans la façon dont on va traiter avec un pays comme la Serbie. Et enfin, la dernière chose, puisque c'est arrivé hier ou avant-hier, c'est bien sûr la démission du président du Kosovo, Hashim Thaçi, et la possibilité, dans quelques mois, d'aller vers des nouvelles élections pour essayer de renverser ce qui s'est passé il y a quelques mois, qui est une forme de coup d'État institutionnel. Bon, voilà. Alors je ferme la parenthèse là-dessus. Maintenant, sur ce que, disons, la France a obtenu, puisque c'est principalement la France qui portait ces revendications sur la nouvelle méthodologie, ce qui ne marchait pas, à mon sens, c'est qu'il y avait une forme de routinisation du processus avec une difficulté aussi pour la Commission d'évaluer les progrès quand il y en avait et d'admettre quand il n'y en avait pas. Et donc, les rapports de la Commission étaient des exercices de style un petit peu difficiles où on voyait des progrès là où il n'y en avait pas. Et à certains égards, c'était une procédure qui était dépolitisée. Donc, ce qu'a dit la France, alors on peut critiquer, c'était que ça ne fonctionnait pas, que, au fond, ces pays-là étaient depuis 10 ans pour certains, plus pour d'autres, candidats à l'Union européenne ou candidats à la candidature. Et dans le même temps, de façon concomitante, on observait une régression démocratique chez eux. Donc ça pose un vrai problème.
Loïc, si je peux me permettre, juste pour faire un petit point pour peut-être aussi les personnes qui nous suivent qui n'ont pas forcément ça en tête, l'idée qu'en effet, les pays qui sont donc candidats pour faire partie de l'Union européenne, pour devenir membres, comme voilà, un certain nombre des pays des Balkans occidentaux, doivent justement, sont dans un dialogue bien avant de rentrer dans l'Union européenne, sont dans un dialogue avec l'Union européenne pour s'adapter, pour, disons, se transformer, faire des transformations, des modernisations dans certains domaines. Alors, ça touche le domaine des droits de l'homme, ça touche le domaine de la gouvernance, ça touche un certain nombre de domaines. Et il y a un certain nombre de critères comme ça vers lesquels ils doivent s'acheminer. C'est bien cela. Donc, et si j'ai bien compris, ils sont tous à différents niveaux et ils n'avancent pas forcément tous dans la même direction, mais des fois, ils reculent, c'est ça ? Voilà, alors bon, pour faire simple, vous avez 3 divisions. Vous avez les plus avancées que sont la Serbie et le Monténégro, ce qui est en soi paradoxal parce que la Serbie et le Monténégro correspondent très exactement à ce que la Commission appelle des États capturés, c'est-à-dire des États dans lesquels le régime a mis la main sur les capacités, sur les ressources de l'État. Je crois que... On est un petit peu bloqué. Ça y est, qu'elle soit judiciaire, politique, médiatique, etc. Donc c'est en soi un paradoxe. Deuxième division, l'Albanie et la Macédoine du Nord qui sont dans la discussion pour ouvrir des chapitres. Alors la Macédoine du Nord est plus avancée que l'Albanie de ce point de vue-là. Et enfin, troisième division, le Kosovo et la Bosnie qui ont vraiment... Bon, dont on ne voit pas vraiment à court terme ou même à moyen terme en quoi ça consiste cette nouvelle méthodologie? Concrètement, pour faire très simple, hein, ça consiste a priori à donner plus de voix au chapitre pour les États et donc un contrôle davantage politique et utiliser une vraie forme de sanction avec la possibilité de revenir en arrière si vraiment on observe des régressions. Ça, je dirais que ça peut marcher, si vous voulez, à 3 conditions. La première, c'est que si on se donne des nouveaux outils, encore faut-il être prêt à les utiliser. Il faut être prêt, politiquement, à dire à un pays dans lequel on observe des régressions, eh bien oui, on avait fait tout ce chemin-là, on avait ouvert tout ça, mais en fait, là, vous reculez. Donc, on arrête ça, premier point. Et deuxième point, puisque vous reculez, les fonds qui étaient prévus ne seront pas versés. Donc, la conditionnalité des fonds au respect de l'état de droit, l'article 2 du traité sur l'Union européenne, c'est très bien que ce soit là, encore faut-il l'utiliser. Et ça reste de la volonté politique des États de le faire. Le revers de la médaille, c'est que la volonté politique, comme je viens de le dire sur la Bulgarie, ça peut aussi vouloir dire l'absence de volonté politique. Et au contraire, saisir une opportunité d'obstruction. Bon. Le deuxième point, qui rejoint le premier, c'est qu'il faut que tout ceci soit fait en toute bonne foi. Alors, c'est difficile en politique, la bonne mais concrètement, ça veut dire qu'il faut vraiment être en mesure de reconnaître des progrès là où il y en a, de reconnaître des régressions là où il y en a, et de ne pas intégrer des considérations bilatérales ou des considérations politiques étrangères à ce qui est en train de se passer. Et alors ça, évidemment, on a vu depuis les élargissements de 2004 entre la Slovénie et la Croatie, entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose aussi, ça ne peut marcher que si tout le monde fait ça de bonne foi. Et la troisième et dernière chose, c'est que ça peut marcher, et c'est pour ça que certains acteurs de la société civile dans les Balkans étaient non pas du tout furieux contre la France, mais au contraire plutôt, alors pas enthousiastes, mais en tout cas plutôt positif, c'est qu'il va falloir d'autant plus les intégrer au processus et aussi intégrer d'autres acteurs tels que le Parlement européen. Les gens de la société civile serbe que je connais par exemple, qui sont venus à l'Élysée
lorsqu'on leur a parlé, il y a eu comme ça un débrief sur cette nouvelle méthodologie, ils en sont sortis en disant Banco, allons-y. Banco, allons-y, faites-le. Mais faites-le pour de vrai. Nous, on est là pour vous aider. On va être là pour vous apporter de l'expertise. On va être là pour vous dire concrètement, si vous ne faites pas confiance à la commission pour évaluer ce qui se passe sur le terrain, nous, on va être là pour ça. Donc, allez-y, mais faites-le pour de vrai. Vous voyez, c'est ça le discours. Donc, l'impact, pour l'instant, il est évidemment trop tôt pour le dire, parce qu'on commence et on verra bien ce qui se passe. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a cette méthodologie, mais encore une fois, c'est un outil. Et la méthodologie, ça ne règle pas le respect ou non qu'on se donne vis-à-vis de la règle, et ça ne règle pas non plus les problèmes liés à l'image de l'intégration européenne. Donc concrètement, ça veut dire que vous faites des sondages dans la plupart des pays européens, est-ce que vous êtes pour l'élargissement? On va vous répondre non. Oui. On va vous répondre non d'un bloc. Pourquoi? Parce que à certains égards, il y a toujours le fantôme turc, alors que, il ne faut pas se mentir, la Turquie, c'est terminé. Donc, il y a ça. Et donc, on ne prend pas en compte, il n'y a pas de narratif, si vous voulez, d'un pays qu'on prendrait, la Macédoine du Nord, qui s'est débarrassée de son quasi-dictateur toute seule. Il n'y a pas comme ça de narratif, de success story, où vous prendriez un pays qui fait des progrès importants en 10 ans et vous diriez, vous voyez, ça, c'est un pays qui a fait beaucoup de progrès. C'est 2 millions d'habitants, donc très franchement, ça ne changera pas grand-chose aux équilibres de l'Union européenne. Et voilà comment, en termes d'image, on pourrait améliorer les choses, parce que les opinions publiques étant contre, les responsables politiques des pays ici et là ont beau jeu de dire « mais vous vous rendez pas compte, moi, si je commence à dire que l'Albanie va être membre de l'Union européenne, j'ai toute l'extrême droite derrière moi, etc. » Que ce soit vrai ou pas, hein. Mais c'est un narratif que vous avez entendu en France il n'y a pas très longtemps. Donc, ça reste donc un processus qui demande de l'engagement oui, plus affirmé des gouvernements. Je vais vous dire une anecdote. Une anecdote pour finir, très rapide. Mes amis Srdjan Cvic, Zoran Netchev et Adi Adnanovic font des propositions en ce moment, y compris des propositions iconoclastes comme avoir pas un droit de vote tout de suite, être intégré sans avoir un droit de vote tout de suite, avoir la possibilité que ce droit de vote soit suspendu si on ne respecte plus les droits de l'homme, etc. Bon. Et dans leur visite des capitales européennes, on leur a dit une fois, mais vous ne vous rendez pas compte, si on intègre les pays des Balkans occidentaux, ça veut dire que l'ex-Yougoslavie aura 6 voix ou 7, tandis que la France et l'Allemagne n'en auront que 2. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Ils ne me l'ont pas dit. Et s'ils me l'avaient dit, je ne vous le répéterai pas. Mais c'est quelqu'un de haut placé dans je ne sais quel gouvernement en Europe, je ne sais vraiment pas. Mais ça vous dit l'état de la méconnaissance qui entoure cette question. Oui, et ça, ce n'est pas une histoire de méthodologie ou de règles. Hein. C'est une histoire de pédagogie et de remettre les choses en perspective. Ce qu'on appelle les fake news. Hein, c'est remettre les choses en perspective. Et ça, c'est un très gros travail qui dépasse de très loin toutes les méthodologies que vous voulez. Voilà. Donc voilà, si on comprend bien, de toute façon, ce processus d'élargissement, il prendra, voilà, il faut qu'il continue son chemin, mais en étant avec une meilleure crédibilité et avec un travail de pédagogie plus important, avec une volonté plus affirmée de la part des gouvernements du pays et de l'Union européenne aussi. Et il contient dans cette réforme donc une nouvelle conditionnalité, hein, si on peut dire comme ça, qui n'hésite pas à évoquer la possibilité de mise en sommeil, voire même de suspension des négociations, si le cas le nécessite. Dans le cas, par exemple, de la violation de l'état de droit. De l'état de droit, tout à fait. Et il paraît que l'état de droit reste encore, il est de toute façon essentiel et reste dans les fondamentaux de cette nouvelle politique, de cette réforme de la politique de l'élargissement. Justement, on verra un petit peu la situation au cas par cas des pays et nous avons ici avec nous ce soir Monsieur Denis Di Leonardo, le consul honoraire de l'Albanie à Lyon.
qui peut nous présenter un petit peu, qui peut nous parler de la situation en Albanie, justement où en est l'Albanie avec les avancées réalisées par rapport au processus de l'intégration. Quel est le visage de l'Albanie aujourd'hui? Bonsoir à tous. Avant de donner le visage de l'Albanie d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit retour historique, parce que chaque pays avance avec son histoire et avec et ses événements. Donc, le changement de régime en Albanie est intervenu en 91, ensuite de plusieurs mouvements de révolte et notamment des étudiants. Et ce changement de régime a créé les conditions justement d'un rapprochement progressif entre l'Albanie et l'Europe. À propos de ce changement de régime, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est du fait de la dureté du régime stalinien et du culte de la personnalité qui avait été maintenu en Albanie alors qu'il était abandonné dans l'URSS et dans tous les autres satellites de l'URSS. La transition vers la démocratie et l'économie de marché a été encore plus difficile que pour les autres ex-satellites de l'Union soviétique, ce qui signifie que le démarrage de la démocratie libérale a été moins rapide. Une des séquelles aussi qui n'a pas été peut-être étudiée suffisamment, notamment par moi, c'est les séquelles laissées par le régime d'Enver Hoxha, avec cette absence d'une élite adaptée aux nouveaux défis de la transition politique et économique. Enfin, on notera pour l'histoire que cette transition politique s'est faite sans quasiment d'effusion de sang. Mais on a aussi également à l'image et en mémoire les boat people albanais agglutinés en grappe sur les navires dans le port d'Urrës. J'ai eu la chance d'aller très rapidement en Albanie dès 1993-1994 et d'y conduire des délégations composées des principaux groupes français. Le pays d'alors n'avait que très peu de ressemblance avec ce qu'il est devenu aujourd'hui et les changements se sont concrétisés visuellement à chacun de mes séjours successifs. Tout était inventé, l'Albanie passait du tout État à quasi plus d'État, les caisses étaient vides, y compris pour payer les fonctionnaires. Tout restait à faire, assurer la distribution de l'eau et de l'électricité, continuer à loger les familles qui l'étaient alors par l'État, vendre les entreprises étatisées, restituer les terres à leurs propriétaires ou occupants, assurer aussi bien que possible les services publics de l'école et de la santé, créer les conditions permettant à chacun de s'insérer dans une économie libérale, et j'en oublie certainement. Tout ne fut pas fait tout de suite, mais des progrès accomplis pour celui qui veut rester objectif. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer et évaluer les avancées réalisées en Albanie et donc aux yeux des puissances occidentales et des institutions européennes. Un des premiers pas qui a été fait, c'est l'adhésion de l'Albanie au Conseil de l'Europe dès 1995. Et ça a été un premier signe tangible justement pour cette volonté réciproque d'intégrer l'Albanie à l'Europe. En novembre 2000, comme le rappelait Ardiana tout à l'heure, le sommet de Zagreb a ouvert à l'Albanie la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Et dès le 31 janvier 2003, des négociations en vue d'un accord de stabilisation et d'association a été engagé, semblable à ceux qui avaient été conclus alors avec la Croatie et la Macédoine du Nord, comme le rappelait notre ami Trégourès tout à l'heure. Et cet accord de stabilisation a été paraphé en février 2006 à Tirana et au Luxembourg ensuite. L'Albanie a adhéré à l'OTAN dès 2009. Elle a déposé dans le même temps une demande d'adhésion à l'Union européenne dès le 28 avril 2009. Donc vous voyez, la durée est un élément important dans les négociations d'adhésion, enfin plutôt de cheminement vers une intégration. Et depuis 2009, donc l'Albanie a fourni de nombreux efforts afin de remplir les différents critères attendus par l'Union européenne. La Commission européenne a alors recommandé en 2012 que l'Albanie acquiert le statut de pays candidat. Ça lui a pourtant été accordé qu'en 2014, donc chaque fois il y a des tranches de 2 ans qui s'accumulent les unes aux autres. Et de 2 ans, le délai est passé à 6 ans, puisque entre 2014 et 2020,
il a fallu attendre le 25 mars 2020 pour que le Conseil des affaires générales de l'Union européenne accepte d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie sur la base justement de ces progrès réalisés dans les réformes et le respect des conditions fixées à l'unanimité par le Conseil de l'Europe en juin 2018. Tout à fait, mais on a posé aussi des conditions très strictes pour l'Albanie par rapport à la Macédoine du Nord. Elle a posé, la Commission européenne, le Conseil européen, il a posé des conditions assez, des points sur lesquels l'Albanie, justement, doit faire des progrès sensibles pour espérer une ouverture des négociations. Tout à fait. Donc, le processus d'intégration est d'une importance stratégique nationale pour l'Albanie, aussi bien par rapport à l'Europe que pour sa politique intérieure, puisque les objectifs à améliorer sont la démocratie, le respect des principes de l'état de droit que vous citiez tout à l'heure à nouveau, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dialogue politique, la transparence et l'inclusion et un marché fonctionnel de l'économie, qui sont des valeurs communes sur lesquelles l'Union européenne s'est fondée pour justement suivre le processus d'intégration. Donc, une fois que tout cela a été dit, qu'en est-il aujourd'hui, si je peux dire? Donc, il y a la mécanique qui a été mise en place avec l'Union européenne, c'est qu'il y a des comptes rendus qui doivent être faits très régulièrement sur chacun de ces points. Et le gouvernement albanais les a classifiés en 15 points. Donc, pour un premier paquet, donc, tout d'abord, il y a eu une approbation. Ce qui était en jeu, c'était la réforme électorale. Donc, voilà, ce sont les domaines fondamentaux de toute façon de l'état de droit. Tout à fait, tout à fait. Électorale, réforme judiciaire aussi. Oui, le fonctionnement je vais les détailler les unes après les autres si j'ai le temps de le faire, tout à fait. Donc, sur l'approbation de la réforme électorale, ça a contraint les partis albanais à se rencontrer en janvier 2001 pour justement mettre au point une réforme électorale. Donc, dans ce projet de réforme électorale, il y aura aussi bien l'identification électronique des électeurs que la réforme de la Cour de contrôle des élections, l'appel à un collège électoral composé de juges qui ont remplacé un processus de vérification, etc., etc. Donc, je ne parle pas des débats politiques qui peuvent exister en Albanie sur l'opportunité ou le rythme d'avancée des réformes ou la justesse des lois qui ont été adoptées. Je me contente de décrire le processus dans son ensemble. Donc, la réforme électorale est en cours et donc c'est un premier point. Il y aura les élections là, au mois d'avril prochain. Voilà. Il y aura les élections législatives pour le nouveau gouvernement albanais. C'est ça, c'était fixé au 21 avril 2021, si je ne me trompe pas. Ensuite, sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême en Albanie. Et il y avait eu quelques problèmes puisque cette Cour constitutionnelle n'avait plus d'existence réelle. Les juges qui avaient été nommés avaient démissionné ou avaient été démis de leurs fonctions. Et donc, actuellement, on est en train de reconstruire justement cette Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on a réussi à nommer 4 juges et 3 postes restent vacants sur les 8 qui restent à pourvoir. La vérification des candidats à ces postes a été engagée et pour chacun, on vérifie aussi bien l'état du patrimoine que les relations avec les uns et les autres, etc. Donc, cette dernière sera considérée au moment de la formation d'au moins le quorum pour mettre en œuvre justement le travail de cette Cour constitutionnelle. Le troisième point qui fait partie du paquet, c'est le fonctionnement de la Haute Cour. Donc la Haute Cour, c'est une autre juridiction qui supervise tout cela. Elle est devenue fonctionnelle avec la nomination de 3 juges choisis parmi des avocats éminents en Albanie. Et cette nomination est intervenue en mars 2020.
Le Conseil supérieur de la magistrature a également ouvert des postes au sein du système judiciaire. Et actuellement, la vérification du respect des critères légaux par les candidats est en cours. Donc, c'est une réforme du système de justice en général, une réforme Tout à de fait, fond. tout à fait. Et on dit que l'Albanie a été parmi les pays européens où la réforme de justice a été la plus radicale comparée aux autres pays des Balkans occidentaux. Et d'ailleurs, en étant plus radical, ça fait aussi qu'on a des vides. Déjà, on n'a pas suffisamment d'avocats. On n'a pas encore rempli cette cour constitutionnelle pour la rendre efficace, justement parce que tout le monde est passé au processus du vetting. Voilà. Monsieur Di Leonardo, ou bien même Madame Mireille Clapeau, ou vous les autres, vous aussi, pouvez-vous me dire quels sont les deux défis, les deux maux principaux dont souffre aujourd'hui la société albanaise? Peut-être qu'on peut donner la parole directement à Madame Delbos-Corfil. Voilà, Madame Delbos-Corfil. Ça vous permettra après d'enchaîner. Par contre, je ne saurais pas répondre à cette question sur l'Albanie. Moi, je suis dans la délégation serbe, mais je ne suis pas du tout dans la délégation albanaise. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Alors, je ne sais pas si Loïc ou Madame Clapeau, vous-même, Monsieur Denis Di Leonardo. Il y a la lutte contre la corruption qui est aussi un point important qui interpelle les Albanais d'Albanie ou les Albanais qui vivent en France, puisque c'est souvent ce que l'on reproche à l'État albanais de ne pas avoir lutté avec suffisamment d'efficacité contre la corruption. Alors là aussi, il y a un organisme particulier qui a été mis en place et qui commence à faire son travail avec des infractions pénales de corruption et de violation de la loi sur les marchés publics, la mise en évidence de groupes criminels structurés, d'organisations criminelles, d'accusations criminelles contre certains hauts fonctionnaires. Et jusqu'à présent, au 19 décembre 2019, par exemple, jusqu'au 30 septembre 2020, le bureau du procureur spécial a enquêté sur 497 procédures pénales. Les 637 personnes ont été mises sous enquête. Donc, ce travail commence à s'accomplir et des bureaux et des fonctionnaires ont été recrutés pour cela. D'accord. Donc, on est toujours dans la problématique de la corruption. Avec la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption et surtout la réforme du système judiciaire qui paraît un peu, qui est un peu lente à progresser pour l'instant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de volets. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais à part… Oui. Oui, ce que je voulais préciser, c'est que il y a eu effectivement, avec la lutte contre la corruption, le contrôle du patrimoine qu'avaient les magistrats avant d'être recrutés et puis au jour d'aujourd'hui. Et pour avoir à éviter de donner l'état de leur patrimoine, certains magistrats ont préféré démissionner. Donc, c'est pour ça que tous ces organismes dont j'ai parlé se sont trouvés dépourvus de titulaires et ce qui retarde également la mise en œuvre des nouvelles dispositions qui ont été prises. Voilà. Très bien, mais justement, on va continuer avec cet état de droit, avec vous, Madame Delbos-Corfil. Vous êtes surtout responsable justement de la Serbie. Vous êtes eurodéputée, membre suppléante des Verts, députée européenne, membre de la délégation à la Commission parlementaire de la stabilisation et d'association Union européenne-Serbie et membre de l'IBE, qui est la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et en même temps, vous êtes aussi à la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Je pense que j'ai bien cité toutes les fonctions et votre engagement auprès justement du Parlement européen. Par rapport à venant un petit peu à la Serbie, par rapport à l'état de droit, d'ailleurs, vous avez été vous-même très vigilante
à toute tentative d'érosion de l'état de droit récemment avec la Hongrie, quand vous avez pris dans votre prise de parole le 14 mai 2020 et que vous avez justement dénoncé cette érosion de l'état de droit en Hongrie avec la proclamation de l'état d'urgence sans mettre de délai. Donc, toutes ces dérives autoritaires de ces gouvernements conservateurs au sein de l'Union européenne. Par rapport à la Serbie, où en est-on avec l'état de droit? Oui, alors, effectivement, j'ai pris cette prise de parole parce que je suis aussi rapportrice du Parlement sur la situation en Hongrie, qui est une situation compliquée depuis longtemps, où la situation se détériore depuis longtemps, comme c'est le cas en Pologne, et qui est sous le coup d'un article qui s'appelle l'article 7, qui a été déclenché à son encontre, à l'encontre du gouvernement, hein, pas du pays lui-même, mais voilà, pour détérioration de l'état de droit. Et tout cela est très, très lié, en fait. Et je suis aussi membre de la commission spécifique qui travaille sur la question de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et on a beaucoup observé, on observe un peu ce qui se passe un peu partout. Et c'est dans ce contexte-là, je crois qu'il est intéressant de s'interroger sur les Balkans avec le recul aussi sur ce qui se passe dans les autres États. Qui peut nous amener à la fois à une forme d'indulgence, parce que parfois, ce qui se passe dans les pays même de l'Union européenne n'est pas toujours non plus idéal et correspondant à nos valeurs, et à la fois avec aussi peut-être autant de fermeté que d'indulgence, parce que justement pour se dire que ce travail, il est long et il est progressif. Je crois que ça a été très bien décrit par le premier intervenant. Il y a plusieurs niveaux de dialogue entre ces États qui veulent accéder. Il y a des États, effectivement, où aujourd'hui la situation est telle que le dialogue est plus un dialogue diplomatique maintenant, comme la Turquie. Il y a des États comme la Serbie, où effectivement un certain nombre de chapitres, parce que ça se fait en chapitres, ont été ouverts et sont en travail. Et donc, quand normalement on aura clôturé tous les chapitres, c'est là où ils devraient pouvoir être membres. Et puis, il y a des États comme la Macédoine et l'Albanie qui sont un peu au milieu. Et la problématique, c'est que tout cela n'est pas toujours… les choses ne sont pas suffisamment stabilisées pour que, en fait, ça soit toujours totalement juste, en fait, la manière dont on gère la situation avec ces différents pays. Ça a été indiqué aussi avant moi. La Macédoine, notamment, a fait un vrai bouleversement politique il y a quelques années en arrière, est aujourd'hui un État qui finalement s'avère… un État où la démocratie et les libertés et les droits sont parfois mieux respectés qu'en Serbie, qui est pourtant celui qui est le plus proche de l'accession, parce que les choses sont encore mouvantes et que donc on intègre après des processus institutionnels et administratifs qui ne correspondent pas nécessairement finalement à la vitalité à ce moment-là dans l'État et dans ce qui s'y passe. Voilà, ça c'était un peu pour faire un point. Et en parallèle de ça, on a des États déjà impliqués, déjà membres de l'Union européenne, qui sont en plus soit en train de reculer, comme la Hongrie ou la Pologne, soit qui, honnêtement, progressent pas toujours très bien non plus sur toutes ces questions-là, avec un fort intérêt pour ce qui se passe en Russie, des discours parfois de certains dirigeants, donc comme un pays comme la Slovaquie, par exemple, qui est un pays parfaitement intégré à l'Union européenne et qui se considère un État comme les autres, avec un dirigeant qui dit régulièrement, la Slovénie, pardon, qui dit régulièrement du bien de Poutine, pas la Slovaquie, là aussi il y a eu un changement de gouvernement. Voilà, Orban en Hongrie dit beaucoup de bien de Poutine. Voilà, donc on est dans une fascination aussi pour des gouvernements autocrates ailleurs. Et tout ça, ça a une influence sur toute cette zone-là. La situation en Serbie, elle est en apparence assez correcte sur plein de points de vue. Ils essayent de régulièrement montrer qu'ils ont une opposition, ils essayent de montrer que notamment, ils ont élu une première ministre femme, ils essayent de montrer qu'ils mettent en place des règles pour notamment les droits des LGBTI, qui est toujours un peu un indicateur de l'état des droits fondamentaux dans ces États, comme la situation avec les Roms. Ça, c'est ce qui est raconté par le gouvernement et qui leur permet effectivement d'avancer sur un certain nombre de chapitres. Et puis, évidemment, quand on parle à la société civile, le discours est tout à fait autre. Et pour vraiment entendre des sociétés civiles de tous ces États, régulièrement, au cours d'auditions que nous faisons dans cette commission qui est consacrée à l'état de droit dans l'Union européenne, la Serbie est vraiment celle où c'est extrêmement compliqué et où la société civile est assez unanime pour dire que c'est quand même
ça va vraiment mal. Vraiment un différent son de cloche entre ce qu'affiche le gouvernement et ce que ressentent la société civile, et vous faites, oui, vous oui, êtes vraiment à voilà. cette Et avec interface, aussi quelque chose que je ne rencontre pas dans les autres États membres, dans les autres États, et aussi avec des organisations soi-disant de société civile, qui sont des organisations qui viennent aux auditions pour nous dire tout le bien qu'ils pensent du gouvernement, et dont on comprend au cours de l'audition qu'ils ne sont pas totalement indépendants. Ça, c'est quelque chose qui est très, très distinctif de la Serbie, et que je ne rencontre pas ailleurs. Ailleurs, j'ai des conflits forts entre société civile et gouvernement, mais je n'ai pas ce type d'associations qui sont des associations qui expliquent que la société civile est très vilaine et que le gouvernement aussi, et qu'ils ne veulent pas choisir. Donc voilà, c'est une situation qui est compliquée, mais ceci étant dit, c'est aussi, encore une fois, un État qui a mis en place un certain nombre de règles qui tentent d'approcher un certain nombre de nos standards en termes d'état de droit, en termes d'égalité des genres, en termes de respect des minorités. Donc on est pour l'instant dans un dissensus entre les premières approches un peu institutionnelles et administratives et la réalité de ce qui se vit sur le terrain, ce qui est un petit peu logique finalement, et qu'on retrouve par ailleurs, et c'est là où parfois il nous faut être assez patient. Alors, comme je disais, la question de l'état de droit, de toute manière, elle est problématique aujourd'hui un peu partout, et ce n'est pas un hasard si elle est revenue en force dans le débat, alors qu'elle n'a pas existé pendant des années. Je dis souvent ça, je dis, il y a 10 ans en arrière, si vous parliez de l'Union européenne aux gens, ce qu'ils évoquaient immédiatement, c'était la situation en Grèce, une situation économique, et ils allaient vous parler de mesures budgétaires, d'austérité, de semestre européen. C'est de ça dont on parlait quand on parlait de l'Union européenne. De plus en plus aujourd'hui, on parle d'état de droit, de détérioration dans certains États, d'une volonté d'avancer sur ces questions-là. La Commission vient de faire son premier rapport sur l'état de droit. Ça n'avait jamais existé pour l'instant, et ça se veut maintenant un rapport qui sortira tous les ans sur l'état de droit dans l'Union européenne, qui fait un catalogue de tout ce qui se passe dans tous les États membres, hein, qui fait un point spécifique sur chaque État membre, qui doit amener normalement après des débats dans les pays, dans chacun des États. Le Conseil commence aussi pour la première fois, là, au mois de novembre, va faire sa première état des lieux entre eux. Donc les gouvernements des États vont discuter de certains États. Ils en choisissent 5 tous les 6 mois, en gros. Et ils vont un peu, voilà, c'est très novateur. Ils ne savent pas trop comment ils vont faire encore, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se juger. Donc, ça ne va être pas simple. Mais voilà, et au Parlement, nous travaillons depuis des années à monter des textes là-dessus, tout groupe confondu. Pour le coup, c'est quelque chose qui fait assez consensus. Et vous l'avez peut-être entendu, pour la première fois, il y aura une conditionnalité dans le budget européen sur la question de l'état de droit. Donc on voit que, mais ça vient du fait que je pense que d'une manière un petit peu humaine, naïve, dans la création de l'Union européenne, on s'est dit que les choses allaient être linéaires, notamment évidemment quand l'URSS est tombée et que la démocratie est arrivée dans ces pays-là, on s'est dit que forcément, on n'irait que vers du mieux, on n'irait que vers du progrès, et que du coup, ça n'allait pas nécessiter tant de travail que ça. On était dans des acquis qui étaient évidents. On est en train de se rendre compte que ces acquis-là ne sont pas évidents, et que dans des États tels que la Pologne et la Hongrie, on peut aujourd'hui voir revenir en force des gouvernements qui mettent en place des régimes quasi autocratiques, décrit en Hongrie comme une autocratie hybride, une démocratie ou autocratie hybride, comme on veut le dire. Voilà, donc tout ça, c'est ensemble. Et évidemment, ce qui est très problématique, c'est que pour un État comme la Serbie peut se dire, après tout, puisque ceux qui sont déjà dedans, ils arrivent à prendre beaucoup de liberté avec les droits de l'opposition, les droits des minorités, ils arrivent à ne plus avoir de médias indépendants, etc. Pourquoi moi, je devrais faire un effort? Alors, on met beaucoup la pression sur ceux qui sont entrants. On est un peu dans la complexité aujourd'hui de savoir comment mettre la pression sur ceux qui sont déjà entrés. Et il y a le débat excusez-moi, il y a le débat justement de la conditionnalité de l'accord des fonds européens sur l'état de droit, justement, au sein des États membres, l'idée de faire que le fait de pouvoir obtenir des fonds européens, un budget européen pour pouvoir allouer des subventions, puisse être justement conditionné
du fait du respect de l'état de droit. Cette question a quand même été du coup votée récemment et c'est une avancée au niveau du Parlement européen. Oui, alors elle n'a pas encore été votée puisque oui, nous, on avait cette exigence au Parlement, le voilà. Conseil vient de se mettre d'accord et maintenant, normalement, on va le voter. Ça a été un sujet très, très compliqué, donc c'est effectivement une conditionnalité qui s'applique aux fonds de cohésion, c'est-à-dire les fonds directs qui vont sur les territoires. Ça ne concerne pas tous les programmes de l'Union européenne qui là sont plutôt sur des appels à projets ou répondant à un certain nombre de critères. Donc c'est ce qui va dans les territoires, c'est ces fameux fonds où un certain nombre d'États sont contributeurs, comme la France et l'Allemagne, et un certain nombre d'États sont bénéficiaires, comme la Pologne. Et un gros bénéficiaire, la Pologne bénéficie beaucoup de ces fonds de cohésion. Et donc, commençait à y avoir le discours de puisqu'ils étaient bénéficiaires et qu'en même temps, ils ne voulaient pas appliquer nos valeurs et nos règles, il était peut-être temps de toucher au porte-monnaie, en sachant que parfois toucher au porte-monnaie est plus efficace que de toucher au symbole et au sens politique. Donc, ça a amené cette discussion-là. C'est une première étape. Ça sera un instrument qui sera difficile à déclencher parce que pour un certain nombre de raisons, parce qu'il faudra une majorité dans les conseils. On sait que c'est très difficile à obtenir, parce qu'il faudra vraiment prouver que ces écarts à l'état de droit ont une conséquence sur les fonds européens, parce que donc il s'agit pas, ça sera pas juste n'importe quel écart à l'état de droit. Il faudra qu'il y ait un lien avec les fonds européens. Bon, donc ça va être plutôt compliqué. C'est n'empêche une première étape. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Depuis très longtemps, il y a un certain nombre de sanctions ou de conditionnalités qui sont liées à l'état budgétaire des États, à la situation de dette, de l'emprunt, à la situation financière. Ça, c'était des choses qui étaient mises en place depuis longtemps, qui étaient très rigoureuses et parfois où les États ont été très durs entre eux. Encore une fois, par rapport à la Grèce, il y avait eu un manque de solidarité. Moi, ce que je considère à l'époque un manque de solidarité, mais en tous les cas, les gens, ça avait été appliqué de manière très, très rigoureuse. Sur l'état de droit, c'est la première fois qu'il existe quelque chose, et donc c'est plutôt très positif qu'on commence à avoir les mêmes exigences en termes d'état de droit qu'en termes de situation financière. Et l'autre chose qui est très positive, c'est que maintenant que c'est créé, on peut espérer que dans plusieurs années, on va encore améliorer l'instrument pour qu'il soit peut-être encore plus efficient. Et pour finir, par rapport à ce que vous disiez, ça a été une lutte très difficile, puisque la Hongrie s'y est opposée, et que comme c'était une décision qui devait être prise à l'unanimité, parce que c'était un dossier lié au plan de pluriannuel financier, qui est un dossier qui se vote à l'unanimité, ils ont eu un pouvoir dans leurs mains. Eux seuls ont pu empêcher pendant des mois ce dossier de progresser. Mais effectivement, comme à côté de ça, tout le monde attendait l'argent du plan de relance, ils ont fini par céder. Enfin, ils râlent beaucoup là, hein, mais le texte est sorti, le texte du Conseil est sorti, et maintenant, normalement, on devrait pouvoir le voter et ça devrait pouvoir être mis en place réellement. Très bien, merci à vous, c'est bien clair. De toute façon, il y a encore des progrès à faire par rapport à l'état de droit et ces progrès sont différents d'un pays à l'autre. Et pour l'instant, on n'a pas encore, on a, c'est vrai, parmi ces pays des Balkans occidentaux, on a quelques dérives autoritaires, parfois des progrès limités dans la lutte contre la corruption. On n'a pas vraiment d'impact mesurable, mais l'engagement européen reste justement très fort dans le respect de l'état de droit et le travail du Parlement européen également. Il y a le team européen d'un côté, mais il y a aussi les relations bilatérales des États des Balkans occidentaux avec les États membres. Et justement, on va parler avec vous, Madame Clapeau, vous êtes députée de la Drôme et vous êtes en même temps, justement, vous faites partie de la commission des affaires étrangères et vous êtes présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Albanie. On sait très bien que le président Macron, au départ, en 2019, la France a mis un coup d'arrêt à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et le Monténégro, en appelant, avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, en appelant à un projet de refonte de l'Europe avec un processus d'élargissement positif et exigeant,
sur la base des valeurs européennes. Justement, c'est de cette sollicitation du président Macron qu'a tenu compte aussi la réforme de la politique de l'élargissement. Comment la France accompagne ces pays des Balkans vers l'intégration européenne? Et si vous pouvez aussi nous faire des commentaires par rapport à la situation justement au progrès de l'Albanie, puisque vous êtes président du groupe d'amitié parlementaire France-Albanie, par rapport à toutes les réussites ou bien ce qui reste à faire, tous les défis que l'Albanie doit relever pour le processus d'intégration. Donc, merci Ardiana et merci à tous les intervenants et aux organisateurs Europe Direct Dromardèche. Je vais effectivement axer mon propos sur une remise en perspective de qu'est-ce que veut la France finalement et quel rôle a joué la France. Alors, quand je suis arrivée comme députée en juin 2017, c'est vrai que je m'étais posé la question parce que quand j'en parlais avec mes collègues, et je me souviens en particulier avec Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères, il n'était pas aussi évident que la France poussait l'adhésion des Balkans occidentaux à l'Union européenne. Je crois que maintenant les choses sont beaucoup plus claires. Cette perspective européenne, elle est défendue par la France. Donc, il y a plusieurs raisons, des raisons, je dirais, géographiques. C'est évident quand on regarde une carte que cette tache blanche des Balkans occidentaux enchâssés dans l'Italie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, c'est évident qu'elle a une vocation européenne. Et puis aussi l'intérêt propre de la France et de l'Europe, qui est une stabilité dans ces régions qui sont, on le sait, très intéressantes pour des puissances autres comme la Russie, la Turquie, voire Arabie Saoudite ou autres financeurs, et même par la Chine. On sait que les États-Unis jouent un rôle important aussi, donc, en Albanie par exemple. Donc, c'est clairement l'Europe a intérêt à ce que les Balkans occidentaux soient en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je refais un historique, il y a eu le processus de Berlin qui était lancé en 2014. C'était plusieurs États membres de l'Union européenne, donc Allemagne, Autriche, Croatie, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie. Et puis les pays des Balkans occidentaux. Et donc ces pays se sont rassemblés depuis 2014 pour dynamiser les échanges économiques, soutenir la jeunesse, régler les différends bilatéraux. Et donc, c'était une sorte de préfiguration d'une intégration européenne. Ensuite, la France, elle a défini une stratégie française pour les Balkans occidentaux en avril 2019. Donc là, c'est beaucoup plus récent. Et donc, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité que la France se dote d'une véritable stratégie pour les Balkans occidentaux et que notre pays s'engage davantage pour la stabilisation de ces pays, pour leur développement économique et social et pour le renforcement de l'état de droit. Donc concrètement, ça s'est traduit par exemple par l'intervention de l'Agence française de développement, 100 millions d'euros la première année, plusieurs centaines de millions d'euros au cours des années suivantes, notamment dans des projets de transition énergétique et écologique, mais pas que, puisque j'étais en Albanie mi-septembre et nous avons beaucoup parlé de l'action de l'Agence française de développement sur les projets d'égalité femmes-hommes. Donc, développement économique et social, sécurité, avec un projet franco-allemand de lutte contre les trafics d'armes à feu. La justice, on en a beaucoup parlé. La défense également, puisque c'est un général français qui a pris le commandement de l'opération militaire Eufor Althea en Bosnie-Herzégovine. Et puis, il y a eu renforcement d'un dialogue politique. Et rappelez-vous le déplacement du président de la République en juillet 2019 et la volonté très forte d'établir des relations bilatérales. Alors, comme ça a été dit, mais je vais encore le rappeler, en octobre 2019, la France a fait quelque chose qui était courageux parce que tout le monde pensait que le processus était engagé et qu'on ne reviendrait pas dessus. Mais sur les négociations entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, la France a bloqué en disant que le processus d'élargissement tel qu'il était n'était plus adapté, trop bureaucratique, ne parlant plus au peuple. Je ne vais peut-être pas revenir là-dessus parce que Loïc Trégourès l'a très bien expliqué. Oui. Il y a eu
des propositions. Et puis ensuite, la Commission européenne, donc ce n'est pas très vieux, en février 2020, a énoncé des propositions pour que ces réformes soient davantage progressives, réversibles, profitent mieux aux populations. Elle a proposé un pilotage par grands groupes thématiques, donc marché intérieur, compétitivité et croissance, on a allégé un petit peu les connectivité, oui. ressources, agriculture, cohésion, relations extérieures. Donc, ceci finalement a fait consensus autour d'une suggestion de la France et le 26 mars 2020, il a été dit donc, que les négociations seraient ouvertes. Et puis ensuite, ça a continué avec le sommet de Zagreb et puis les récents développements. Alors, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que on est passé quand même très près d'une catastrophe, je pense, s'il y avait eu découplage entre l'adhésion de la Macédoine du Nord et l'adhésion de l'Albanie. Chaque pays a une histoire différente. Je pense que ceux qui nous écoutent connaissent bien les Balkans et donc savent qu'il y a les pays de l'ex-Yougoslavie et il y a l'Albanie qui n'ont pas la même histoire. La Macédoine du Nord a fait une réelle révolution culturelle avec ce changement de nom qui s'est concrétisé par les accords de Prespa qui a été signé en 2018 et qui sont entrés en vigueur en 2019 une fois que la Grèce les a reconnus. Donc on avait ce conflit sur le nom de la Macédoine du Nord désormais avec la Grèce et il a fallu régler cela. Et la Macédoine du Nord considérait qu'ayant fait cette énorme révolution de droit, elle était mûre pour rentrer dans les négociations d'adhésion. La situation avec l'Albanie n'était pas symétrique et on est passé assez près quand même, et heureusement que ça n'a pas été, d'un découplage en disant à la Macédoine du Nord vous rentrez, puis à l'Albanie, ben non, vous avez encore beaucoup de réformes à faire. Je voulais aussi faire le parallèle avec l'OTAN. C'était dit tout à l'heure, l'Albanie est rentrée dans l'OTAN très tôt, en 2009, avec des intérêts pour la défense. Et la Macédoine du Nord, elle est rentrée dans l'OTAN tout récemment. J'ai vérifié tout à l'heure, ça s'est produit le 27 mars 2020. Et donc, on voit bien qu'il y a des histoires différentes. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, je voulais parler un petit peu de Serbie et Monténégro. Enfin, Serbie a été largement détaillée par Gwendoline qui connaît très bien. On peut peut-être dire un mot du Monténégro. Donc le Monténégro, c'est un État qui est tout petit et qui est soumis, on va dire, à influence serbe et russe, mais qui tient quand même à être indépendant. C'est un pays qui a vraiment envie de rentrer dans l'Union européenne et on peut espérer qu'avec le changement de gouvernement récent, les réformes profiteront un petit peu plus à la population. Bon, l'impression que j'ai eue quand j'y suis allée, c'est que c'était quand même très formel, ces réformes, et que ce n'était pas évident de voir exactement comment ça changeait la vie de la population. Bon, mais pour ce qui est du processus formel, les chapitres sont clôturés les uns après les autres, et donc je pense que c'est en bonne voie. Alors, si vous me permettez, je vais revenir sur un point, sur deux points peut-être. C'est que ça a été dit tout à l'heure, il y a eu de fait deux poids, deux mesures entre en 2007 l'entrée de Roumanie et Bulgarie s'est fait un peu rapidement et toujours dans cet optimisme qu'à partir du moment où les pays rentraient, les réformes se feraient naturellement. Or, la Roumanie et la Bulgarie, je crois qu'on peut le dire, enfin, je parle sous couvert des spécialistes qui m'entourent, la Roumanie et la Bulgarie ont déçu. Et du coup, ça a un effet collatéral sur l'entrée de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, avec cette crainte des États membres qu'à nouveau, on les laisse rentrer, entre guillemets, et que finalement, ils ne fassent pas les réformes derrière, surtout de lutte contre la corruption. Ça, c'est le premier point. Je pense que ça a été majeur. Autre point, c'est que les pays s'observent beaucoup les uns les autres, et j'en ai parlé entre Macédoine du Nord et Albanie. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était grâce à la minorité albanaise de Macédoine du Nord que les accords de Prespa ont pu être signés. Et donc, comme on sait qu'il n'y a pas superposition exacte entre les frontières et les populations,
il y a tendance à ce que les questions de nation dépassent un peu le cas des frontières, ce qui complique beaucoup. Prenons l'exemple du Kosovo, par exemple. Et puis, dernier point, je voulais répondre à la question d'Ardiana tout à l'heure sur la situation en Albanie. Donc, je suis ça de très près, évidemment. Je me suis rendu compte à mon dernier voyage que, bien sûr, on parle énormément de la réforme électorale, on parle énormément de la réforme de la justice, mais il y a certains points dont on parle moins, je trouve, et qui mériteraient une attention. C'est l'énorme problème du foncier en Albanie. Le moindre lopin de terre peut être réclamé légalement par au moins 5 ou 6 propriétaires. Oui, c'est la question de la propriété, oui, tout à voilà, fait. ce qui complique Albanie beaucoup qui n'est pas encore résolu. les projets, les héritages, ce qui finalement devrait être la base, mais qui n'est pas réglé du tout. Et puis l'autre question sur laquelle je reviens dès que j'ai des interlocuteurs, l'ambassadeur, le Premier ministre, c'est la question des migrants. Alors c'est un peu tabou. Moi, politiquement, je viens d'une famille politique avant d'être En Marche qui était plutôt ouverte aux migrants. Et je pense que vraiment, cette forte immigration albanaise en France, souvent irrégulière, souvent mêlée, il faut bien le dire, à la délinquance, c'est épouvantable pour l'image de l'Albanie. Et si le problème n'est pas réglé rapidement, je sais qu'il y a des efforts faits de part et d'autre, mais enfin quand même, à Valence, dans ma ville, il y a encore beaucoup de problèmes. Si ce problème n'est pas réglé rapidement, ça va peser de façon lourde sur l'image de l'Albanie en France et dans les États membres, et ça n'est pas bon pour l'intégration. L'intégration, elle peut se faire d'une façon bureaucratique, mais s'il n'y a pas d'envie et d'osmose et d'appétence pour ces nouveaux pays, ça peut poser problème. Et je ne vous parle même pas du terrorisme, et vous savez que le terroriste de Vienne est de nationalité macédonienne du Nord, mais dans sa minorité albanaise. Donc j'espère que ça ne va pas refaire surgir des fantasmes et que ça ne va pas nuire à l'opinion qu'on a de ces pays. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Madame Clapeau. Je crois que Loïc Trégourès aussi souhaiterait intervenir par rapport à l'Albanie sur les questions d'immigration et d'image. Ah, on n'entend pas. Oui, j'avais coupé. Oui, c'était un complément rapide, mais en fait, Madame Clapeau en a parlé. Enfin, juste un point. Effectivement, elle a raison. Le terroriste de Vienne, c'est quelqu'un qui est né en Autriche, qui a grandi en Autriche. Et il y a un problème réel qu'on avait déjà identifié il y a 5 ans sur les gens qui partaient en Syrie, qui étaient bosniaques ou albanais, etc., mais qui, en fait, une proportion non négligeable d'entre eux venaient de la diaspora. Donc ça, c'est un point qui avait déjà été identifié. Je ferme la parenthèse là-dessus. Je suis d'accord avec Mme Clapeau. Tout à l'heure, je disais, il y a les règles et il y a l'image. Et l'Albanie, à tort ou à raison, souffre d'une très mauvaise image. Vous faites un sondage, vous dites Albanie aux gens, qu'est-ce que ça leur évoque tout de suite? Ça ne va pas leur évoquer les plages, ça ne va pas leur évoquer les gens très gentils, etc. Pourtant, ça va de leur vrais efforts évoquer... ont été faits dans ce sens. Hein. Oui, le tourisme. mais ça va leur évoquer des images négatives, on en a parlé. Donc, ça ne concerne pas que l'Albanie, mais de ce point de vue-là, si vous comparez avec la Macédoine du Nord, ce n'est pas que la Macédoine du Nord a une bonne image, c'est qu'elle n'en a pas. Donc, vous pouvez construire quelque chose là-dessus. Dans nos pays, vous dites Macédoine, bon, voilà. Donc, l'Albanie souffre de ça, et c'est un très sérieux handicap qui dépasse de loin toutes les réformes qu'elle pourrait faire. Ça peut être injuste, hein, mais c'est aussi ça la politique, c'est l'image. Et la deuxième chose, on en a parlé aussi, c'est qui ne concerne pas que l'Albanie, c'est aussi l'émigration. Tout à l'heure, on disait il y a 3 niveaux, et donc au 3e niveau, vous avez la Bosnie et le Kosovo, mais même au 2e, vous avez l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et au fond, il faut se poser la question. Tout le monde est conscient dans la région que dans 10 ans, à horizon 10 ans, 15 ans, peut-être à part le Monténégro, personne ne rentrera. Donc il faut se poser la question. Vous avez 20 ans, 22 ans aujourd'hui dans ces pays-là, vous avez vaguement un diplôme, qu'est-ce que vous faites? La génération précédente, elle est rentrée en Serbie en 2000, parce qu'elle pensait qu'une fois que le régime de Milošević tombait, on pourrait rebâtir une vie. Et puis ça s'est relativement bien passé jusqu'en 2008,
La crise de 2008, on a beaucoup souffert. Et puis, à la crise économique, s'est ajoutée la régression démocratique. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 20 ans, que vous êtes vaguement diplômé, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Et ça vaut pour l'ensemble de ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, ça vaut aussi pour la Bulgarie et la Roumanie d'ailleurs. Et ça pose une très grave question, parce qu'au fond, lorsque les jeunes s'en vont, lorsque les forces vives s'en vont, lorsque les gens qui sont éventuellement les plus libéraux au sens politique s'en vont, ça veut dire que qu'est-ce qui reste? Il reste les autocrates, il reste les retraités, qui vivent à la fois des subsides de l'État qui eux-mêmes, les subsides de l'État, en fait, c'est parfois le FMI, c'est parfois les fonds européens, et qui vivent des transferts de la diaspora. Donc, en fait, les gens qui partent, c'est un double effet positif pour les autocrates qui restent, en quelque sorte, parce que ça offre une soupape de sécurité par les fonds qui sont reversés à domicile, et ça fait des électeurs qui ne votent plus pour des forces alternatives pro-européennes. Donc, il ne faut jamais oublier que, je dis souvent, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si vous prenez les gouvernements et les leaders de la plupart des pays, en tout cas, Djukanovic, Vučić en Serbie, c'est des gens qui n'ont pas, il faut se dire les choses clairement, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement intérêt, je ne vous parle même pas de la Bosnie, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement intérêt à intégrer l'Union européenne, ou en tout cas pas à court terme, qui ont intérêt à ce que le processus dure le plus longtemps possible, étant entendu qu'il n'y a pas, en tout cas pour Vučić, c'est clair, il n'y a pas d'alternative et ils sont considérés comme les seuls qui peuvent éventuellement régler les problèmes qui se posent. Et par problème, je veux dire en particulier régler le sujet du Kosovo. Donc vous avez affaire à des gens qui ont appris à parler le bruxellois, mais qui au fond n'ont jamais eu des pratiques libérales telles qu'on l'entend au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Et donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Il faut garder ça à l'esprit quand on traite avec ces pays, quand on traite en particulier avec la Serbie, quand on traite avec Milorad Dodik en Bosnie. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas nécessairement cet intérêt-là en vue. Voilà. Et pour rebondir sur cela, Loïc, d'ailleurs, je vais prendre une question qui nous a été envoyée par Maxime sur Zoom et elle s'adresse à Madame Delbos-Corfield en particulier. La question est-il judicieux pour l'UE de continuer à retarder le processus d'adhésion des États des Balkans, quitte à renforcer justement le sentiment de lassitude des populations, le départ de jeunes et a fortiori et d'éventuelles dérives autoritaires. Donc c'est vraiment en lien avec ce que vient de nous dire Loïc. Est-ce que vous pourrez réagir là-dessus? Oui, bah c'est vraiment le point sur lequel j'aurais voulu intervenir, donc c'est parfait. Oui, ce que je disais, ce que je pense, c'est qu'il faut à la fois continuer le dialogue et ne pas accélérer les choses. Continuer le dialogue en revanche, fortement, et puis mettre en place des projets, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais voilà, continuer ce travail-là. Mais sans accélérer, puisque ça a été dit par Mme Clapeau, on est parfois aussi aujourd'hui en train de s'interroger sur à un moment donné, une accession rapide pour certains, dans un moment peut-être qui n'était pas encore un moment de maturité. Je pense qu'on n'a pas regretté, parce que quand c'est fait, c'est fait. Mais aujourd'hui, on est quand même confronté à cette situation-là. Donc c'est un peu cet équilibre-là que l'Union européenne, sur lequel l'Union européenne est en train de s'interroger. D'autant plus que c'est quand même un moment de fragilité aujourd'hui de l'Union européenne. Il y a le Brexit qui va certainement se finir avec un no deal ou un deal qui ne sera pas satisfaisant et qui sera notamment pas satisfaisant sur la question des droits des citoyens et des libertés. Il y a 2 États membres contre lesquels ont été déclenchés l'article 7 et normalement ça devrait aboutir à quelque chose et ça n'aboutit à rien. Et de plus en plus, les choses deviennent difficiles jusqu'à une situation en Pologne idéologique, notamment sur la question des femmes, qui est devenue le paroxysme. Là, et avec bon, vous l'avez certainement entendu, avec le dernier décret qui fait que même les derniers avortements, qui n'étaient plus que des avortements pour raisons médicales, ne pourront plus avoir lieu. Et en Hongrie, avec une destruction des derniers médias indépendants. On avait encore quelques médias indépendants, on ne les a plus. Et ces 2 États disent à l'Union européenne,
nous, de toute manière, on ne se reconnaît plus dans un certain nombre de vos valeurs. Il y a eu à un moment donné, ils ont un peu joué sur le terme d'être des démocraties illibérales. Maintenant, ils ont tendance à dire les valeurs de ces gens-là ne sont pas les valeurs de l'Union européenne, c'est que des valeurs occidentales, très de l'Ouest, et on n'est pas tous là-dedans. Et un débat est en train d'essayer d'être monté par ces États membres pour dire est-ce qu'après tout, on ne pourrait pas discuter de ce que c'est que l'État de droit, discuter de ce que c'est la démocratie, discuter de ce que c'est des droits et des libertés. Et après tout, si on n'a pas tous les mêmes considérations là-dessus, c'est pas vous qui avez raison et nous qui avons tort, c'est un débat. Donc on est dans un moment et par ailleurs, on est quand même dans un moment, enfin on n'a quand même pas abouti à une solidarité qui est si forte que ça. Je donne souvent cet exemple, c'est que la première chose qu'on a fait au moment de la pandémie, et je ne sais pas à quel point c'était efficace ou pas, mais en tout cas, la première chose qu'on a fait, c'est que tous les États membres ont fermé leurs frontières. Ça a été le premier réflexe, bien avant de penser ensemble des règles communes, bien avant de penser ensemble des investissements communs dans un certain nombre de domaines, et notamment le domaine médical, etc. La première chose que les États membres ont fait, c'est de fermer leurs frontières, en sachant qu'en plus, parfois, il y avait, on l'a bien vu en France, des régions entières de France qui n'étaient pas atteintes par le virus, ou très peu, pendant que des régions frontalières avec d'autres pays étaient très atteintes, et que finalement, ça aurait été peut-être plus logique d'empêcher des mouvements en France entre une région et une autre que d'empêcher entre la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais, qui étaient déjà dans la même situation. Donc voilà, la Strasbourg et l'Allemagne, enfin ce type d'exemple. Et donc, on voit bien que pour toutes ces raisons-là, alors là, on a un plan de relance. On a pour la première fois eu des États membres qui ont été prêts à essayer de travailler ensemble et à mettre de l'argent en commun, etc. Donc, on peut se dire qu'il y a des choses qui vont bien d'un certain côté, mais enfin, on est quand même dans un moment de fragilité de l'Union européenne. Et donc, dans ce moment-là, accélérer l'accession de ces États membres ne serait certainement pas une bonne idée. En revanche, à chaque fois qu'on fait des échanges, qu'on a un dialogue, qu'on travaille avec eux, ça s'avère utile. Donc, en tant que... à un moment donné, j'étais vice-présidente de la commission FEM, donc la commission des femmes et de l'égalité des genres, pendant 1 an et demi au Parlement européen. Et à cette occasion-là, il m'a été demandé de rencontrer des parlementaires femmes de Macédoine, Serbie et Monténégro. Et elles avaient 3 jours de formation à Bruxelles, elles allaient rencontrer les différentes institutions, elles rencontraient des parlementaires femmes des autres États membres, et ce genre d'échange est effectivement extrêmement utile. D'abord, ça nous permet de aussi tomber certains de nos préjugés, parce qu'on n'est pas du tout dans une situation dans ces États membres où il y a si peu de femmes. Quand on pense encore il y a 10 ans à la France, finalement, ils ont des obligations. La Serbie a décidé de 33% de parlementaires femmes, donc c'est pas 50%, mais c'est quand même 33%. Donc d'abord, ça nous permet un peu aussi de faire tomber certains de nos préjugés, et puis d'autre part, ça permet ces genres de dialogue. La Serbie, c'est un État qui vit énormément grâce à l'Union européenne, parce que même dans ce processus d'adhésion, avant même d'être État membre, il y a beaucoup d'aides déjà prévues. Donc, comme ça a été dit par M. Doris avant moi, c'est qu'il y aurait là aussi certainement des choses à faire, parce que si Vučić ne perd pas une occasion de dire du mal de l'Union européenne dans son pays, et de se faire applaudir pour ça par ailleurs, parce qu'il y a une population qui comme on l'a habitué à dire du mal de l'Europe, elle s'y est acclimatée. Mais par contre, il ne refuse jamais l'argent de l'Union européenne, et en plus, on peut penser, vu le niveau de corruption, que ça ne va pas toujours aux bénéficiaires qui devraient l'avoir. Donc, on pourrait actionner un peu plus le levier de l'argent, on pourrait actionner un peu plus effectivement des échanges politiques, etc. Ça avait été très bien dit au tout début aussi, c'est qu'il faut qu'on sorte d'un débat qui n'est que administratif et institutionnel, et qui passe que par des technocrates des deux côtés, qui est un aspect important des choses, mais qui n'est absolument pas aujourd'hui ce qui va nous permettre d'échanger plus. Donc voilà. Alors après, sur l'histoire de la jeunesse, et je finirai là-dessus, ce problème de migration, on l'a aussi dans des États membres des pays de l'Est en général, effectivement, parce qu'il n'y a plus de travail, parce que la situation des droits et libertés, justement, n'est pas au niveau de ce qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui qui a accès aux réseaux sociaux peut vouloir, etc. Et effectivement, ce désespoir et le fait que ces gens partent, et ça a été très bien décrit, et que du coup, il n'y a plus aussi ces gens qui étaient pro-européens, etc., c'est un vrai problème auquel on n'a actuellement pas de réponse, mais qui est en débat
beaucoup dans l'Union européenne. Et effectivement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour que ces gens puissent continuer à se sentir utiles chez eux et être respectés. Et notamment, ça passe là par une grande écoute de la société civile. Et ça, je crois que les parlementaires européens, la Commission aussi, mais les parlementaires aussi dans tous ces systèmes d'amitié franco-albanais, mais tous les pays ont comme ça des systèmes. Je pense que ça, c'est très important. Si on écoute les associations et sociétés civiles, les organisations, notamment les organisations droits de l'homme, féministes, etc., ils gardent l'espoir et ils continuent à travailler là-bas. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants. Et pendant un moment, la Commission avait pris l'habitude de ne plus tellement les écouter. Et ça, c'est un problème. Merci. À ce sujet, d'ailleurs, en parlant de société civile, je voulais donner la parole justement ce soir à deux personnes. Je vais commencer par Louis, un jeune lycéen de Die, donc une région rurale du Diois, qui fait partie d'une association qui s'appelle, il va nous la présenter, je vais lui donner la parole, je vais juste activer voilà, et également son micro et sa vidéo. Voilà, Louis Théillon, qui est donc de l'association Les Mains du Diois, une association lycéen de Die, qui porte un projet qui s'appelle Projet La Cité de l'Espoir, donc un projet de collaboration, de solidarité avec la Bosnie. Et je voulais donner donc la parole à Louis pour qu'il nous le présente en quelques mots. Louis, voilà, tu es connecté? Oui, c'est super. Bon. On vous entend. Bonsoir. Voilà, donc, allez-y. Donc, bonsoir. Merci Madame Gasquier de me permettre de faire cette intervention. Donc, je m'appelle Louis Théillon, je suis lycéen au lycée du Diois. Et je suis également secrétaire général d'une association qui s'appelle Les Mains du Diois. C'est une association de solidarité internationale qui a déjà mené plusieurs projets de solidarité au Sénégal. Et c'est une association qui se transmet en fait de lycéen en lycéen. Donc mes camarades et moi avons repris l'association en janvier et nous voulions réaliser un projet solidaire. Nous sommes d'abord tournés vers le continent africain avant de nous pencher vers les Balkans, déjà pour des raisons économiques et environnementales, l'avion qui coûte très cher et très polluant, et puis surtout parce qu'on s'est rendu compte que sur notre continent déjà, des gens avaient besoin de notre aide. Donc nous sommes rentrés en contact avec plusieurs ONG travaillant dans les Balkans. Et après de nombreux contacts, nombreux échanges avec les ONG, nous avons contact avec un Bosnien, Ervin Mujic, qui est actuellement en fait en train de mener un projet de reconstruction d'un village détruit par la guerre à côté de Srebrenica. Donc, c'est la reconstruction d'un village de manière traditionnelle. Donc, nous sommes nous sommes 11 lycéens exactement. Donc, et notre projet est de participer du coup à la restauration du moulin à eau de ce village en y apportant un soutien financier pour acheter les matières premières nécessaires à la reconstruction et en y apportant aussi la main d'œuvre en y participant physiquement en juillet 2021 en allant sur place là-bas 15-20 jours. Donc, nous avons déjà reçu le soutien de la CAF de la Drôme et nous sommes du coup à la recherche d'autres partenaires financiers. Et du coup, si dans le cadre de vos fonctions, vous connaissez des personnes, organismes, fondations prêts à nous soutenir, voilà, nous sommes preneurs. Donc voilà, merci pour cette intervention, Et si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail lesmainsdudois.association@gmail.com que je vais marquer dans le chat. Parfait, merci beaucoup Louis. On transmettra ces informations en effet aux intervenants ici. Et bravo pour ce projet, vraiment très intéressant. Et puis voilà, tout un groupe de lycéens entre 15 et 18 ans, je crois, si j'ai bien compris, qui fait partie d'une association voilà, qui établit les liens aussi avec ces zones des Balkans occidentaux. Donc, c'est intéressant de voir aussi, il en existe beaucoup, mais de voir que ce n'est pas seulement des processus officiels, ce n'est pas simplement par le biais des échanges entre gouvernements,
les processus d'adhésion qui sont très longs, mais il y a aussi les échanges entre les citoyens. Et à ce sujet, il y a également le témoignage de Henri-Georges Brun de la Maison de l'Europe d'Albertville, qui a beaucoup travaillé avec la Maison de l'Europe il y a quelques années, déjà depuis très longtemps, avec la Bosnie-Herzégovine. Henri-Georges, vous voulez nous faire également un petit retour sur votre expérience, qui, elle, est de longues années, je crois. Donc, du coup, il y a aussi une vision, une certaine progression dans vos liens que vous avez eus avec ce pays. Alors, oui, alors je suis un jeune homme, moi je suis déjà un vieil homme, mais j'ai eu une expérience très longue de 1993 jusqu'en 2007. En Bosnie-Herzégovine, on est parti 43 fois. J'avais créé l'association Pour Pays Sarajevo qui émanait des volontaires des Jeux Olympiques d'Albertville. Par solidarité olympique entre Albertville et Sarajevo, nous avions créé cette association. Nous sommes partis donc 43 fois, 21 convois, nous avons fait de l'aide d'urgence, de post-urgence, du développement, voire même de réconciliation. Enfin bref. Alors, je connais bien la Bosnie-Herzégovine. C'est un pays que je connais beaucoup. En plus de ça, nous avions plus de 200 réfugiés bosniaques. À l'époque, on disait bosniaques, mais on dirait bosniens maintenant. Hein. Donc, bosniaques à l'époque, à Albertville, puisqu'il y avait des locaux libres après les Jeux Olympiques. Donc, nous avons eu 200 enfants blessés avec leur maman, de Sarajevo essentiellement, donc pendant 3 ans et demi. Rappelons que Sarajevo, c'est le plus long siège de l'histoire humaine. Hein, presque 4 ans de siège, c'était terrible. Et la Bosnie-Herzégovine est certainement le pays des Balkans qui a le plus souffert pendant cette guerre de l'ex-Yougoslavie. Alors pour en revenir à l'actualité, et donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une lassitude de la population bosnienne à être intégrée à l'Europe? Il faut dire, j'ai gardé des relations, et notamment avec un personnage incontournable qui s'appelle le général Jovan Divjak, qui est un homme extraordinaire, c'est un Serbe d'origine qui a défendu Sarajevo contre Karadzic Mladic, alors eux-mêmes serbes, donc il a été considéré comme traître par les Serbes, mais néanmoins, évidemment, le champion de la Bosnie-Herzégovine, puisqu'il voulait un multicommunautarisme, que Sarajevo soit mélangé et non pas que pour une communauté. Donc c'est un homme incontournable. Et quand je lui ai dit il y a quelques années, il y avait un rapprochement intéressant de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la candidature à l'entrée à l'Union européenne. Elle était très en avance par rapport même à la Serbie. Et on n'y arrivait pas. Et j'avais dit à mon ami Jovan, je dis, écoute Jovan, comment se fait-il? Qu'est-ce que tu penses de l'Europe qui n'arrive pas à vous intégrer? Il me dit, mais c'est pas de la faute de l'Europe. C'est de la faute de la Bosnie-Herzégovine qui ne fait rien pour remplir, par exemple, les critères de Copenhague. Elle est absolument pas prête. Et c'est encore pire maintenant. Pourquoi n'est-elle pas prête? C'est un pays qui a une présidence tournante. Il y a 3 présidents qui tournent. Un bosniaque, un serbe et un croate. Bosnio-croate, bosnio-serbe. D'ailleurs, la constitution, en préambule, la constitution qui date de Dayton, dit encore que seul un croate, un bosniaque ou un serbe peut être président de la Bosnie-Herzégovine. Pas un rom ni un juif, par exemple. Donc c'est complètement discriminatoire. Donc déjà, ça ne va pas. Et on a le président de la Srpska, la République Srpska, M. Dodik, qui est quelqu'un qui ne veut absolument pas entendre parler de l'entité de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, c'est 3 entités. Une entité serbe, République Srpska, et une entité de la Fédération croato-musulmane, donc elle-même en 2 entités. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Les Serbes, République Srpska, voudraient se rapprocher de la Grande Serbie, être intégrés à la Grande Serbie. Les Croates d'Herzégovine voudraient aller en Croatie. Donc, il resterait que les Bosniaques musulmans, c'est-à-dire 2,5 millions d'habitants. En plus de ça, depuis les accords de Dayton, 1995, sur un pays de un peu plus de 4 millions d'habitants, 700 000 jeunes surtout, mais 700 000 Bosniens sont partis du pays parce qu'ils estiment qu'il n'y a aucun espoir dans ce pays-là. En plus de ça, Sarajevo est la capitale la plus polluée d'Europe à cause de centrales thermiques au charbon, mais un charbon doré, un charbon dégueulasse, un charbon qui est extrêmement polluant. Donc, il y a vraiment un travail énorme à faire en Bosnie-Herzégovine. Et donc, en plus de cela, les nationalistes sont toujours au pouvoir. Donc, tant que les électeurs ne mettront pas
des gens qui ne soient pas nationalistes au pouvoir, ça ne changera pas. Donc, la lassitude de la population, elle ne vient pas du retard de l'Europe à vouloir les intégrer, elle vient d'eux-mêmes, elle vient du pays lui-même. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir? Merci Henri-Georges pour le partage d'expérience et puis pour cette question. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à cette remarque? Voilà l'intention en fait du pays. Oui, Loïc? Décidément. Juste un point sur le vote. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Oui, juste un point sur le vote. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est très important. C'est vrai que les principaux partis nationalistes sont toujours au pouvoir. Ceux qui ont mené la guerre sont toujours là de façon presque caricaturale. C'est pas parce que ceci ne s'explique pas parce que les gens votent pour eux, parce que ce sont d'indécrottables nationalistes. Ils votent pour eux d'une part parce que les institutions font que structurellement, ça ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas avoir d'alternative non nationaliste parce que les institutions de Dayton sont des institutions fondées sur les peuples constituants et non pas fondées sur des citoyens, comme ça a été dit. Et donc, de fait, à tous les niveaux de pouvoir, vous aurez nécessairement des partis nationalistes parce que c'est là que ça se joue. Il n'y a jamais un électeur de Republika Srpska qui va être en concurrence avec ou un parti de Republika Srpska qui va être en concurrence avec un parti de Federacia. Donc, le système fait que il ne peut pas y avoir d'alternative citoyenne à tous les niveaux. Structurellement, ça ne se peut pas. Ça se peut au niveau du canton de Sarajevo, par exemple. Mais structurellement, au niveau du pays, ça ne se peut pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, grâce à cette rente de situation, les partis ont construit de véritables réseaux de clientèle presque obligés. Et l'exemple archétypique de ça, c'est le HDZ, donc le parti de la communauté croate, en Herzégovine, à Mostar. En fait, vous n'avez littéralement pas le choix, si vous voulez. Le parti contrôle tellement les emplois, le peu d'emplois qu'il y a, c'est-à-dire les emplois publics. Le parti sait très exactement si vous votez et a priori pour qui vous votez. Et donc, en réalité, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes un Croate et que vous voulez lancer une alternative, vous serez écrasé immédiatement. Donc, il faut bien… Et puis, le dernier élément, c'est qu'éventuellement, on va avoir peur que la communauté d'en face vote pour son parti nationaliste et que nous, si on prend le risque de ne pas le faire, on peut être en difficulté. Donc ça, il y a un côté dilemme du prisonnier là-dedans. Mais vous voyez que là, on n'est pas nécessairement dans le réflexe nationaliste où on vote toujours pour les mêmes. Si vous allez en Herzégovine, vous demandez aux Croates, il y en a très très peu qui vont vous parler avec enthousiasme du HDZ. Ils vont tous vous dire, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que moi, ma sœur, elle travaille à la mairie là-bas, et puis je sais très bien que si on ne vote pas pour le HDZ, eh ben, même dans notre intérêt personnel à nous, elle va perdre son travail. Or, son travail, c'est le seul truc qui nous fait vivre avec le cousin qui est parti en Allemagne. Donc, il y a des enjeux très concrets comme ça qui dépassent de très loin les aspects identitaires. Et c'est ça qui fait qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, et c'est bien évidemment ça qui font qu'ils n'ont pas du tout envie que ça change. Ni les institutions, ni ce qui pourrait les emmener vers quelque chose, vers l'Europe en fait. En parlant justement j'ai une autre question reçue sur Zoom en parlant d'aspects très concrets justement. C'est une question d'Alain. Alors, je vous le lis en entier. Donc, j'ai une préoccupation professionnelle spécifique par rapport à la zone des Balkans. Je suis secrétaire générale d'une fédération européenne en charge de la santé animale. Les Balkans constituent un point d'entrée potentiel et avéré des maladies animales. Ces pays bénéficient d'aides de l'UE pour lutter contre ces maladies, entre parenthèses rage, dermatose, voilà. Vouloir conditionner l'octroi de telles aides au respect de l'état de droit n'est-il pas dangereux à la fois pour la sécurité sanitaire de l'Union européenne et pour les éleveurs de ces pays? De surcroît, autre question, une telle approche ne risque-t-elle pas de mettre en cause les dispositifs de coopération qui ont été construits et qui ont fait preuve de leur efficacité, tels que les GFTAD, alors que je ne connais pas, je suis désolée, pour l'Europe. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu une perspective d'élargissement, le centre a conféré la stabilité et du développement de la périphérie. C'est la logique qu'il faut encourager, certes, mais en demeurant vigilant. Voilà la question dans un domaine assez spécifique qui nous vient d'Alain sur Zoom.
En effet, voilà, je ne sais pas, moi je n'ai pas de connaissances spécifiques sur la question de la diffusion des maladies animales. Est-ce que l'un de vous, là-dessus, a une connaissance et veut réagir sur cette question? Gwendoline, peut-être? J'ai absolument pas de connaissances sur la Non. question précise. J'aurais plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est que, encore une fois, ces tentatives d'instruments de conditionnalité à l'état de droit sont sur les fonds de cohésion, donc des fonds qui passent par les États, qui se transforment. Alors, vous connaissez souvent le FEDER, voilà, le Fonds social ça. européen. Voilà, le Fonds social européen. Bon, voilà, c'est des fonds qui passent par les États et ensuite, comme l'Allemagne, parfois aussi par la décentralisation, mais souvent directement par l'État et qui après vont dans les territoires. Ça n'est pas pour tous les programmes. Et donc, ça n'empêche pas de continuer à agir de manière très spécifique sur des programmes. Alors, je ne sais pas si ce programme en particulier sur les maladies animales est concerné, de même que l'Union européenne, dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, a un certain nombre de programmes qu'elle ne conditionne pas à l'état de droit, parce que quand elle travaille avec des pays où l'état de droit fonctionne très mal, c'est plutôt comment justement elle permet à des associations ou elle permet à des structures de faire vivre la démocratie, etc. Mais il y a tout plein de programmes dans le domaine international qui concernent tous les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Voilà, donc ça, c'est un peu chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la problématique auquel on est confronté aujourd'hui, c'est la captation des fonds de l'Union européenne par une toute petite partie de la population de certains de ces États. Encore une fois, ça ne concerne pas que la Serbie ou que les États en accession, ça concerne aussi des États déjà membres. On a le problème en République tchèque avec des fonds de la PAC, on a le problème en Hongrie énormément avec des fonds de cohésion, etc. En fait, ça ne va pas aux populations. Donc, on n'est pas du tout en train de mettre en difficulté les populations parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des autocraties qui se sont créées en Pologne et en Hongrie et qui se sont créées aussi en Serbie parce qu'il y a une captation de l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des rapports réguliers sur le niveau de corruption dans ces pays-là. Et c'est souvent le gouvernement et des entourages proches qui captent l'argent des aides européennes. Et du coup, ça ne va pas à la population. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à d'autres manières. Il y a eu longtemps une discussion sur la conditionnalité de dire si jamais on décide que donc on met en place un mécanisme et on arrive à faire accepter à tous les États membres. Alors, ce n'est pas encore gagné parce que, comme je l'ai dit, il faut une majorité. Qu'à un moment donné, comme un État membre est considéré avoir pris trop d'écart avec l'état de droit, il n'a plus droit à ces fonds de cohésion en direct, il s'est posé la question de savoir comment on pourrait faire. Et donc, on est encore en processus sur cette réflexion-là, mais il y a une réflexion sur est-ce que c'est la Commission qui gère en direct l'argent? Est-ce qu'on s'adresse à des collectivités locales? Est-ce qu'on envoie à des associations? Mais l'idée, effectivement, n'est pas... on essaye de réfléchir à des solutions qui permettraient de ne pas couper l'argent. Encore une fois, on est encore très loin d'y arriver, donc je rassure tout le monde, ce n'est pas demain que ça va se passer. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Pour l'instant, on est plus de l'ordre du symbole que de l'opérationnel. Mais si un jour on y arrive à l'opérationnel, évidemment, il sera aussi prévu des solutions pour que l'argent arrive quand même aux derniers bénéficiaires, c'est-à-dire les habitants, justement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent, l'ironie tragique de cette histoire, c'est qu'il y a des régimes quasi-autocratiques qui sont réussis à se créer et à se maintenir en place grâce à l'argent européen. J'ai aussi deux questions importantes. La première qui concerne le mini-Schengen des Balkans. Ce mini-Schengen restera-t-il une utopie? Et la deuxième qui concerne le dialogue entre la Serbie et le Kosovo. Pourquoi l'Union européenne ne réussit-elle pas à résoudre ce dialogue depuis des années? Qui aurait justement des éléments de réponse sur ces deux questions? Alors, on parle de mini-Schengen. Mini-Schengen balkanique, voilà. Voilà, c'était une initiative de coopération balkanique. Et après, la deuxième, le dialogue Serbie-Kosovo. Pourquoi l'Union européenne, justement, n'arrive pas à résoudre ce dialogue depuis des années? Alors, qui souhaite réagir, Mireille? Oui, alors je suis toujours gênée de prendre la parole quand je sais qu'il y a Loïc Trégourès et puis Gwendoline Delbos, parce que je sais qu'ils connaissent. Vous gênez pas, Madame la députée.
bien mieux que moi, hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je perçois du mini Schengen des Balkans, donc qui a été lancé, si je me souviens bien, dans une période de doute, c'est-à-dire l'Union européenne allait-elle accepter l'adhésion, enfin l'entrée dans le processus d'adhésion de l'Albanie et de Macédoine du Nord, c'est que c'était une façon de dire on peut aussi s'unir et on peut aussi travailler ensemble. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne chose que ces pays qui sont petits, qui ont donc un problème de frontières qui n'est pas toujours résolu, puissent coopérer ensemble. Ceci dit, ça n'a évidemment rien à voir avec l'intérêt économique pour eux de rentrer dans une zone de libre-échange comme celle de l'Union européenne. Je trouvais ça un petit peu, comment dire, un petit peu ironique de penser que dans les années 90, il n'était question que d'éclatement et que de reprendre chacun ses frontières et que finalement redécouvrir les vertus de l'échange des personnes et des marchandises, ça pouvait amener la paix, la prospérité. Donc moi, je suis plutôt favorable à cette initiative et je me dis qu'après tout, on pourrait très bien l'encourager sous réserve que ça aille dans le bon sens, c'est-à-dire les réformes, l'état de droit, et que ces échanges aient un effet positif. Bien. D'ailleurs, à ce sujet, on a reçu, Ardiana, sur Facebook, un commentaire qui est autour de cette même question. Je vais vous le lire, donc c'est un commentaire de Arnaud. Bonsoir, pensez-vous que Miroslav Lachai a-t-il réellement un rôle à jouer dans le processus de stabilisation de la région des Balkans occidentaux, mais surtout entre le Kosovo et la Serbie? Pensez-vous aussi que son action était jusqu'alors limitée par l'administration Trump et l'envoyé Grenell, qui pourrait changer au vu des élections actuelles? Voilà, on est toujours dans le cadre du dialogue Kosovo-Serbie. Là-dessus, ce sujet, est-ce que Loïc, vous aviez... Non, Madame j'ai pas vu qui c'est qui levait la main. Ouais. Comme vous voulez. Voilà, c'est Loïc, oui. Allez-y, Loïc. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, l'AECHAC rejoint la seconde question d'Ardiana sur le Kosovo et la Serbie. L'AECHAC, il a dit très récemment il va falloir que le Kosovo change sa constitution. Bon, donc déjà, quand il est arrivé, il a été très mal reçu par le Kosovo. Pourquoi? Parce que l'AECHAC, il a été ministre des Affaires étrangères de Slovaquie qui ne reconnaît pas le Kosovo. Il a un bilan qui est, ma foi, fort discutable en tant qu'OHR en Bosnie. Et il était réputé proche des Serbes. Bon, donc évidemment, alors on ne lui fait pas un procès d'intention, on verra bien ce qui se passe. Ce qui est vrai, pour reprendre la question de l'internaute, c'est que, au fond, l'Union européenne n'a pas grand-chose à proposer. C'est un peu ça le drame. C'est que d'abord, vous êtes sur un conflit qui est difficilement soluble, parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez proposer? Vous avez d'un côté, les termes du débat sont les mêmes qu'au moment du travail de Martti Ahtisaari, qui a lui-même abouti à la conclusion que bon, il n'y avait pas de compromis possible. Parce que les uns disaient à l'époque tout sauf l'indépendance et les autres disaient rien sauf l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est pareil, sauf que l'indépendance a été remplacée par reconnaissance. Donc les termes n'ont pas nécessairement beaucoup changé, et là-dessus, il n'y a pas forcément énormément de marge de manœuvre pour un compromis. Alors, il y a des moments où ça va mieux, donc en 2013, 2012, 2013, quand sous le patronage de Madame Ashton, bon, on a signé des trucs, on a avancé sur des points, par exemple les fédérations internationales de sport, moi j'ai un petit peu bossé là-dessus, bon, très bien. Mais même ça régresse, si vous voulez. Parce que politiquement, ça régresse. Sur l'administration américaine, c'est vrai que ça n'aide pas. Il est dans l'intérêt bien compris du Kosovo, mais il n'était pas dans l'intérêt bien compris d'Hashim Thaçi, d'attendre, bien évidemment, que la prochaine administration américaine lui soit nettement plus favorable. Historiquement, l'administration Trump a été la plus favorable possible aux intérêts bien compris de la Serbie. Donc ça, bien sûr que ça va changer, et bien sûr que de toute façon, aucune solution ne peut venir qui ne soit pas le fruit d'un effort de pression commune des États-Unis et de l'Union européenne. Tant que vous n'aurez pas ces deux acteurs-là, ça ne fonctionnera pas.
Et surtout, l'Europe n'a rien à offrir quand vous y réfléchissez. La seule chose qui intéresse le Kosovo, pour l'instant, c'est la levée des visas. Et ça, on n'y est pas. Et pour la Serbie, le président Vučić et tout le monde a bien compris en Serbie que de toute façon, l'intégration, on n'y était pas. Donc, on ne peut pas faire de deal reconnaissance contre intégration. Et quand bien même on le ferait, il n'est même pas sûr que les Serbes le voteraient dans un référendum qui serait propre. Si tant est qu'en Serbie, on puisse faire un référendum propre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à offrir là-dedans. Et donc, c'est difficile. Justement, j'ai une réaction sur Zoom de Maxime qui dit « L'UE est-elle toujours attractive selon vous dans les Balkans face à d'autres puissances telles que Russie, Turquie, Chine ?» Oui, malgré tout. Alors, oui, malgré tout, parce qu'il ne faut pas oublier que sur la Chine, il n'y a vraiment que la Serbie qui bénéficie à plein des investissements chinois. Il n'y a vraiment qu'en Serbie où c'est vraiment très, très substantiel. Ça, c'est la première chose. Ce qui n'empêche pas les problèmes d'endettement de la Bosnie et du Monténégro vis-à-vis de la Chine, entre parenthèses. Mais il n'y a pas photo. Si vous prenez, tout à l'heure, on parlait du mini-Schengen et des liens économiques entre les uns et les autres. Les économies des pays des Balkans occidentaux ne sont pas nécessairement interconnectées entre elles. En revanche, elles sont très interconnectées avec l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Slovénie. Plus en bilatéral. Évidemment. Donc, si vous voulez, il y a la géographie, il y a l'économie. Ça trompe pas. La Russie, c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire peut-être chez les Serbes, mais vous prenez les investissements russes en Serbie, tout ça c'est très négligeable. Il ne faut pas oublier ça. Et pareil pour la Turquie en Bosnie. Donc, il n'y a pas photo sur l'évidence qu'au fond, ces pays appartiennent à la sphère de l'Europe, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit de défense aussi. Il y a cette question-là, bien sûr, qu'elle soit migratoire, ça on en parle beaucoup. Les Allemands commencent à comprendre qu'ils ont une forme de responsabilité dans le fait de faire venir tous les ans des dizaines de milliers d'infirmières, de médecins, de chauffeurs routiers, de tout ce que vous voulez, ce qui vide les Balkans de leur population en âge de travailler et formée. Donc voilà, il y a tout ça, mais il n'y a pas photo sur le fait que les pays sont là dans l'Europe. La question, c'est la double fatigue et est-ce qu'on est capable de surmonter ça ou d'inventer autre chose qui ne passe pas nécessairement par une intégration pure et simple, je ne sais pas. J'ai une question ici, justement, là aussi sur… Ah oui, pardon, Gwendoline, allez-y. Oui, donc juste, j'allais dire sur la réponse sur le Kosovo, j'allais dire parce que quand ça fait des décennies qu'il y a des conflits humains, des nationalités, puis des décennies, je veux dire, on sait bien que les faits qu'ont eu les guerres mondiales, les découpages et les redécoupages dans tout ce territoire, etc., les populations déplacées d'un endroit à l'autre, la quantité de minorités qui existent dans un État et dans l'autre, etc., et qui jouent différents jeux, voilà, effectivement, l'Union européenne, elle ne peut pas résoudre tout cela qui correspond à une histoire, à de l'humain, à du passif. Et parfois, elle ne se donne peut-être pas aussi les moyens, encore une fois, de courage politique à certains moments de dire des choses, d'oser contrecarrer. Mais c'est très, très délicat, c'est très compliqué, effectivement. Et du coup, elle n'a pas beaucoup de leviers. Ça rejoint un peu la question sur le mini-Schengen. Il y a cette tentative de faire régulièrement de les faire travailler ensemble. Encore une fois, souvent quand il y a des échanges, ça ne concerne pas qu'un État. On va faire venir les associations qui travaillent sur tel sujet ensemble de 3 États des Balkans à Bruxelles. On va faire des formations qui concernent les gens à différents endroits, etc. Il y a une tentative de les faire travailler ensemble. Il y a des tentatives il y a de l'argent mis pour des partenariats, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, elle essaye dans le soft, voilà, on va dire, si on peut dire, dans le soft, elle essaye de faire des choses, mais effectivement, les leviers sont faibles, si ce n'est de mettre des conditions, effectivement, des conditions à l'adhésion liées à la paix dans ces États et aux bonnes relations dans ces États. Un des exemples qui avait été cité par Mireille Capello plus tôt, c'est l'exemple du changement de nom de la Macédoine qui a permis effectivement d'apaiser les choses avec la Grèce, etc. Donc, bon, il y a des tentatives, mais le levier est faible. Sur la présidence croate, parce que j'ai vu qu'il y avait eu une question… Oui, exactement, j'allais enchaîner là-dessus. La présidence croate, c'était sa première présidence. On savait déjà que ça serait une présidence
faible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les outils encore en place quand c'est la première fois. C'est aussi un État qui est encore très fragile à tout point de vue en termes démocratiques, etc. Donc on savait, mais par ailleurs, le confinement est passé par là. Donc la présidence croate, je vais vous dire très honnêtement, sur tous les sujets, et pas que sur ce sujet-là, a été une présidence fantôme, absente. Juste un instant, je vais lire la question parce que tout le monde ne l'a pas sous les yeux, parce oui, que justement, vous réagissez à une question qu'on a sur Zoom. La présidence croate du Conseil de l'UE, donc qui, comme vous avez dit, a eu lieu pendant ce printemps, malheureusement pendant le confinement, et c'est la première présidence de la Croatie, a-t-elle fait avancer la démarche d'intégration des Balkans occidentaux? Parce qu'en effet, ça faisait partie de ses objectifs. Voilà, donc ça a été... malheureusement, voilà, ça a été une présidence quasiment fantôme. C'est pour une première présidence, se retrouver dans cette situation inédite, c'était nécessairement extrêmement difficile. Ils étaient pleins de bonne volonté. Voilà, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à en dire. Sur l'attraction, le fait que l'Union européenne représente encore un espace de liberté, de modernité, d'accès à des droits, à des libertés, etc., c'est encore très, très fort. Et on le voit au-delà de ces pays-là, j'ai envie de dire, l'exemple de la Biélorussie, etc., ça reste un peu le choix entre l'Europe et la Russie, voilà, et on est du côté de la démocratie et de la liberté en Europe, ça reste quand même très présent. Donc ça, c'est quand même très présent dans la société civile, dans les associations, dans tous ceux qui régulièrement font appel à nous, nous envoient des rapports et comptent sur nous pour les aider. Il y a effectivement la question économique. Le Trigueros l'a dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais pendant la pandémie, quand tous les États de l'Union européenne ont immédiatement fermé les portes, immédiatement, en Allemagne, en Autriche, etc., il y a eu des tas de dérogations parce qu'en fait, du jour au lendemain, l'Autriche perdait la moitié de ses infirmières si elle fermait les frontières. Et voilà, pour l'Allemagne, pour le commerce, etc. Donc, il y a eu des tas de dérogations pour ces populations-là parce qu'effectivement, ces populations vont travailler dans tous ces États-là. Et donc, ça reste là où il y a du boulot. Et pareil aussi, les jeunes viennent faire leurs études, beaucoup par ici, etc. Donc cette attractivité-là, elle existe encore aussi fortement parce que c'est vrai que le développement, l'argent, il vient effectivement de tous ces gens qui vont travailler à l'extérieur. Et si on veut faire des hautes études, on part aussi dans l'Union européenne. Très bien. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant de clore cette rencontre. Je voulais vous transmettre la question de Noé sur Zoom, qui redirige un petit peu la question vers l'Union européenne. Parce que voilà, il dit que vous êtes concentré jusqu'à présent sur la question de si les pays candidats sont prêts à rejoindre l'UE. Or, avant, il y a la question de si l'UE est prête à s'élargir, si on considère qu'elle n'a déjà pas les institutions pour fonctionner à 27 avec toutes les matières où les États membres doivent décider à l'unanimité. C'est-à-dire où tout État membre a un droit de veto sur les questions, par exemple, budget, affaires étrangères, fiscalité des entreprises, ou encore l'article 7 sur le respect de l'État de droit qu'on a cité plusieurs fois. Et puis, bien sûr, sur la réforme des traités en eux-mêmes. Donc, même si dans les politiques décidées à la majorité, un État peut menacer d'utiliser son veto au prochain vote à l'unanimité, à 27, ça dysfonctionne déjà. À plus que 27, ce sera encore pire. Est-ce qu'envisager un élargissement avant une réforme des traités, ce n'est pas condamner cette réforme des traités, donc le projet européen? Et ça nous amène justement à cette question de Noé à conclure dans cette direction-là en vous demandant, par rapport à cette intégration des Balkans occidentaux, comment vous la voyez justement dans l'avenir du projet européen et l'évolution à 27, à plus, à moins, par rapport à ce qu'on a vu quitter récemment le Royaume-Uni. On souhaiterait avec Adriana, peut-être en guise de conclusion, vous donner peut-être la parole 2 minutes chacun, si vous souhaitez vous exprimer à ce sujet, voilà, pour vous, où va le projet européen et comment cette question des Balkans occidentaux s'intègre là-dedans. Qui c'est qui a envie de commencer? Je peux commencer avec plaisir. En fait, cette question, elle me ramène à ce par quoi j'ai commencé mon intervention tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde géographiquement où sont situés les Balkans occidentaux et quand on voit les facteurs d'instabilité que ça représente,
Bien sûr, il n'y a rien d'idéal et on a tous en tête les questions de prise de décision. Je vois dans le chat aussi élargissement ou approfondissement. On dit souvent qu'il faudrait d'abord approfondir avant d'élargir. Moi, je crois et je suis ravie que la France et l'Union européenne portent ça aussi. La place des pays des Balkans occidentaux, elle est en Europe. Si nous ne le faisions pas, si nous ne les intégrions pas, nous aurions un facteur d'instabilité, nous aurions un point d'appui pour des puissances étrangères et nous aurions à nos portes des zones extrêmement pauvres. Et ça n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Dans l'intérêt de l'Europe est vraiment d'intégrer ces pays. Alors, peut-être de façon défensive contre des dangers plus grands qui nous menaceraient si on ne le faisait pas, mais faisons-le aussi de façon positive et optimiste en se disant que les jeunesses de ces pays ont des choses à apporter aussi dans un espace de libre circulation et d'aller-retour et pas uniquement dans un sens de migration unilatérale. Merci bien. Qui souhaite continuer? Monsieur Di Leonardo? Oui, oui. Allez-y. En Albanie, la population est foncièrement pro-européenne et les hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, sont aussi également pro-européens. C'est pour ça que je partage tout à fait l'opinion de Mireille Clapeau, de dire que la position de ces pays des Balkans est dans l'Europe, forcément. Après que l'Europe soit celle que l'on connaît aujourd'hui ou qu'elle évolue elle aussi avec la réalité des pays qui en seraient membres dans le futur, c'est une autre évidence. Et quant à l'image que pourrait avoir l'Albanie et les Albanais en France ou ailleurs, il revient à la société civile que vous semblez représenter les uns et les autres, de tout faire pour justement créer des liens entre la France et l'Albanie. Et Mireille Clapeau le sait bien, avec Gasmen Tosca, qui est le président du club d'affaires France-Albanie. On a monté plusieurs missions d'entrepreneurs et de personnes qui sont venues en Albanie. On a dû emmener dans les dernières années à peu près 150 ou 200 personnes. Et leur mot d'ordre en revenant, c'était surpris de la situation en Albanie, mais surtout séduit. Donc, l'image que l'on veut véhiculer, c'est celle que l'on peut démontrer. En fait, il y a effectivement des brebis noires dans toutes les communautés. Ce sont des voyous et des délinquants avant d'être des Albanais. Ça n'a pas, on n'est pas albanais. On ne devient pas délinquant parce qu'on est albanais, entre guillemets. Oui, heureusement, en effet. Voilà. Merci bien. Merci. Et merci pour ce colloque. Merci à vous. Merci à vous. Gwendoline, Loïc, vous souhaitiez réagir? Oui, je peux y aller. Allez. Alors oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans le discours dichotomique élargissement, approfondissement. Les deux doivent se faire ensemble. On a un problème aujourd'hui de fonctionnement, de dysfonctionnement de l'Union européenne où l'unanimité nous bloque sur un certain nombre de sujets et où on ne progresse plus sur des inventivités un peu juridiques et travailler ensemble. Donc là-dessus, il y a un progrès à faire. C'était le grand projet de ce mandat avec la conférence sur le futur de l'Europe qui n'avance pas pour cause de pandémie notamment, pour d'autres raisons, mais surtout pour cause de pandémie, où on avait été un certain nombre de groupes politiques, les libéraux et les écolos notamment, à demander beaucoup l'implication des citoyens, d'avoir, à l'image de ce qui s'est passé en France avec la conférence sur le climat, un gros travail dans tous les pays de l'Union européenne d'implication des citoyens, pour qu'ils fassent émerger leurs désirs et surtout pour mieux faire connaître cette Europe, pour mieux la faire aimer aussi. Et du coup, voilà, ça c'est un blocage, mais c'est sûr que aujourd'hui, si on intégrait ces États membres dans la situation actuelle qu'on est, je ne sais pas si ça serait bien pire, mais en tous les cas, on dysfonctionne suffisamment pour que ce ne soit pas la peine de le faire. Et effectivement, il faut continuer l'élargissement tout en rénovant un certain nombre de procédures institutionnelles. Bon, et la fédéraliste que je suis, évidemment, sera jamais pro-unanimité, donc là-dessus, voilà.
Après l'élargissement, il doit se faire aussi à l'Est. Aujourd'hui, on avait des gens très positifs par rapport aux Balkans. Je voudrais quand même juste souligner le fait que moi, j'ai souvent le sentiment qu'en France, il y a une vision très négative de cette partie-là de l'Europe et qu'on ne considère pas forcément qu'elle est naturellement intégrée à l'Europe. C'est pour ça que les propos de Macron n'avaient pas toujours aussi été si bien vécus que ça. Ça a pu être bien vécu, mais ça a pu être aussi mal vécu parce qu'il y a un peu cette idée que les pays du Sud considèrent que les pays de l'Est n'en font pas vraiment partie. L'Allemagne, là-dessus, est un pôle très stabilisateur. L'Allemagne, elle, c'est vraiment son histoire, ses compagnonnages diplomatiques, ses compagnonnages économiques. Donc, c'est vrai que l'Allemagne les tire. Et donc, il faut qu'on trouve un juste milieu entre le fait de ne pas laisser l'Allemagne simplement travailler avec ces États-là dans des partenariats, etc. Et en même temps, voilà, sortir un peu de notre habituel un peu discours sur l'Est qui ne serait pas adapté. Parfois, j'ai un peu le sentiment dans certaines paroles françaises que l'Est, c'est quand même encore les barbares. Et il y a très, très peu de Français au niveau de l'Union européenne qui sont impliqués dans les délégations qui travaillent avec l'Est en général et les Balkans. Les Français s'impliqueront beaucoup plus, et c'est normal parce qu'il y a une histoire, mais vont s'impliquer beaucoup plus avec toutes les délégations qui travaillent avec l'Afrique, le Maghreb, etc. Donc voilà, je voudrais dire qu'il y a 3 domaines, et c'est les 3 domaines sur lesquels la Commission a décidé de faire un rapport qui me semble essentiel. C'est la corruption, et ça, il y a des choses effectives qui peuvent être faites. On sait qu'aujourd'hui, il y a des États membres qui sont complices de la corruption de certains États en accession. La question des passeports dorés à Malte, à Chypre et dans un certain nombre d'autres États sont des sujets qui ne devraient pas exister. On ne devrait pas pouvoir acheter des passeports dans ces États-là, des passeports qui ensuite permettent la citoyenneté européenne. Et il y a plein de petites choses comme ça où on est complices les uns et les autres aussi. La corruption, c'est vraiment un gros sujet, il faut beaucoup travailler dessus. Il y a l'indépendance des médias, ça c'est assez facile à faire. Être soutien de médias indépendants, il y a des programmes qui existent et il faut les développer encore plus. Être soutien de médias indépendants dans tous ces États-là est très important. Et puis, l'indépendance de la justice, là, il y a aussi beaucoup de choses que la Cour de justice européenne peut faire, que les États membres peuvent aussi exiger dans ces États en termes d'indépendance de la justice, qui devrait faire avancer beaucoup les choses. Et puis, je crois que, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit il est aussi temps d'avoir des propositions iconoclastes. Oui, je pense qu'il est aussi temps de penser des moyens de compagnonnage nouveaux, de la même manière qu'il est temps de penser pour les 2 États qui sont sous l'article 7, en fait, à peut-être leur refuser un certain nombre de droits. Moi, je suis plus sûre que la Hongrie doit avoir un commissaire aujourd'hui. Je m'interroge vraiment là-dessus. Quand en plus on pense que le commissaire en question, c'est justement celui qui est le commissaire à l'accession de ces États, c'est quand même un peu inquiétant, vu d'où il vient et vu ce qu'il défend. Et donc, on doit réfléchir dans les États membres aussi à des sanctions un peu innovantes, parfois quand vraiment ça dérape. Et on doit penser, pour ceux qui sont en accession, probablement des méthodes de travail et de collaboration nouvelles en attendant des accessions définitives, puisque comme ça a été dit, on sait que ce n'est pas pour demain immédiatement. Merci. Loïc, ce sera à vous du coup de clôturer cette rencontre par vos quelques mots. Il nous reste quelques minutes puisqu'on a démarré un tout petit peu avant 18h, donc on finira un tout petit peu avant 20h. Allez-y. Ok. Alors, je vais reprendre la question sur la modification des traités. D'abord, premier point, faut pas se tromper de débat. Quand on parle de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, on parle de l'ouverture des chapitres. Donc, quand dans la campagne européenne, des gens malhonnêtes ont dit « mais attention, vous vous rendez compte, vous allez faire rentrer l'Albanie, etc. » et que, bon, je ne rentre pas dans les polémiques franco-françaises, mais disons que on se trompe de débat là-dessus. Quand on ouvre un chapitre, quand on décide d'ouvrir des chapitres, dans le meilleur des cas, il se passe 10 à 15 ans. Le chapitre pour le processus d'adhésion, c'est bien ça. Donc, on ne fasse pas croire qu'en 10-15 ans, on n'a pas le temps au Conseil européen de se poser, de dire, attendez, est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on réfléchit aux institutions? Deuxième point, la recherche académique, même si c'est inaudible politiquement, la recherche académique a montré que c'est parce qu'on élargit qu'on approfondit, pas l'inverse. Donc, ce n'est pas un dilemme. C'est l'un qui provoque l'autre, mais pas dans le sens qu'on croit. D'accord. Et la troisième chose, c'est qu'au début, Madame Clapeau a parlé de la Bulgarie et de la Roumanie. Et en fait, vous avez remarqué que l'élargissement à la Croatie en 2013 est complètement passé inaperçu. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que… Pourquoi? Parce que
la Croatie, 4 millions d'habitants qui rentrent, ça ne change strictement rien aux équilibres politiques, financiers, démographiques, économiques, tout ce que vous voulez de l'Union européenne. Alors certes, il y a les questions d'unanimité, et je suis moi aussi favorable à en limiter l'ampleur, si vous voulez. On doit pouvoir passer à des majorités qualifiées dans plus de domaines, mais pour ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour ça, il faut changer les traités. Et les traités, ça se change à l'unanimité. Donc, il y a une vraie question là-dessus. Et on voit bien que le problème est interne. Quand on dit aujourd'hui, on ne veut pas de nouvel Orban, enfin, on ne le dit pas publiquement en plus de ça, donc ça, c'est hypocrite. On devrait le dire publiquement. On ne veut pas de nouvel Orban, etc. Ça veut juste dire que les pays candidats payent le fait qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas de mécanisme de suspension d'un pays au terme de l'article 7. Les candidats payent ça. Et c'est profondément injuste, mais c'est le cas, c'est comme ça. Ils payent quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Oui. Écoutez, merci beaucoup à tous pour vos interventions ce soir. Voilà, on est arrivé au terme de notre rencontre. Donc, comme on l'a vu, cette situation est complexe et elle va durer encore pas mal de temps, mais elle reflète aussi la complexité de notre situation au sein de l'Union européenne. Après, voilà, il y a des initiatives au niveau de la société civile qui se mettent en place et qui continuent de vivre, et ça, c'est encourageant. Donc, merci encore à tous pour votre intervention. Merci aux intervenants, aux participants également. Merci aux personnes qui étaient présentes, qui ont posé des questions. On a eu un très grand nombre de partages sur Facebook, de questions sur Zoom également. Et merci à toutes nos équipes en coulisses que vous n'avez pas vues, mais qui sont les petites mains derrière qui nous ont permis de faire fonctionner cette visioconférence. Donc, bravo à l'équipe technique de nos centres Europe Direct de Rome, Ardèche et de Lyon. Et aussi, merci à tous les membres du réseau français Europe Direct et des Maisons de l'Europe pour leur participation, leur partage, puisqu'on était suivis un petit peu de partout en France actuellement. Au revoir à tous, bonne soirée. Merci. À une prochaine. Au revoir.